Chers collègues, Mesdames, Monsieur Général, permettez-moi d'abord d'excuser l'absence du président Bourlange aujourd'hui. Comme certains d'entre vous le savent sans doute, il accompagne le président de la République en visite d'État en Suède jusqu'à ce soir. Il ne pouvait par conséquent être parmi nous ce matin. Et il m'a fait le plaisir de me demander d'animer cette table ronde sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, la lutte contre l'impunité dans les conflits modernes, qui est un sujet qui m'est particulièrement cher, ainsi qu'à certains membres du bureau de la Commission. Et donc, dans ce contexte de recrudescence des conflits régionaux et alors que des violations manifestes du droit international apparaissent, il nous est apparu opportun, collectivement, que nous nous saisissions de ce sujet important. Je vais d'abord souhaiter la bienvenue aux intervenants et ensuite je ferai quelques mots d'introduction pour brosser le contexte et les attendus de nos échanges. Donc, mesdames et mon général, permettez-moi de vous présenter. Donc, j'ai à mes côtés Madame Aurélia DeVos. Vous êtes magistrate. Vous avez été la chef du pôle de lutte contre les crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre auprès du tribunal judiciaire de Paris. Vous avez notamment, à ce titre, supervisé l'enquête de l'ONU sur le financier du génocide rwandais, Félicien Kabuga, en 2020. Et je peux témoigner de ce professionnalisme puisque nous nous sommes rencontrés au Rwanda en 2019. Vous avez 10 ans d'expérience à ce pôle. Vous venez de publier un livre de témoignages intitulé « Crimes contre l'humanité, le combat d'une procureure ». Et vos analyses et éclairages seront particulièrement pertinents et utiles pour nourrir notre réflexion d'aujourd'hui. Merci du temps que vous nous consacrez. Madame Ghislaine Doucet, quant à vous, vous êtes conseillère juridique principale à la délégation régionale du CICR, Comité international de la Croix-Rouge. Nous savons tous ici le rôle que joue le CICR dans la mise en œuvre et le respect du droit international humanitaire. Nous l'avons évoqué encore la semaine dernière lorsque nous avons restitué notre déplacement à New York aux Nations Unies, où nous avions rencontré le représentant du CICR. Votre organisation est souvent l'un des rares interlocuteurs acceptés par les belligérants, comme l'a montré sa participation à la libération d'otages du Hamas ou encore son action dans le cadre du conflit ukrainien. Vous êtes donc la représentante d'un observateur direct des violations du droit international humanitaire d'aujourd'hui et votre appréciation sur le sujet nous sera, elle aussi, très précieuse. Enfin, Général Jean-Philippe Reylan, vous êtes le directeur de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine, donc l'acronyme OCLCH, Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine. Cet OCLCH a été créé en 2013. C'est une unité spécialisée pour enquêter sur les crimes les plus graves. Cet office est composé de 40 gendarmes enquêteurs et a notamment pour mission de diligenter des enquêtes à l'étranger dans le cadre de l'entraide pénale internationale, de traquer les criminels en fuite recherchés par les autorités judiciaires internationales et de constituer le point de contact de la France pour les échanges dans le cadre de la coopération policière internationale. L'Office a été saisi par le PNAT, Parquet national antiterroriste, de plusieurs enquêtes pour crimes de guerre dans le cadre du conflit en Ukraine. Et votre expertise, assurément complémentaire de celle de nos autres invités, ne manquera pas de susciter notre profond intérêt. Avant de vous passer la parole pour 10 minutes chacun, je vais rapidement poser les termes de notre discussion. Je vais d'abord rappeler que, bien que l'interdiction de certains comportements lors de conflits armés remonte à plusieurs siècles, la notion de crime de guerre a plus particulièrement été élaborée à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, à l'occasion de la codification du droit international humanitaire, qui est également connu sous le nom de droit des conflits armés. Les conventions de La Haye adoptées en 1899 et 1907 se sont concentrées plus particulièrement sur l'interdiction qu'ont des belligérants d'utiliser certains moyens et méthodes de combat. Pour le grand public qui peut-être nous écoute, tout n'est pas permis dans le cadre de la guerre. La Convention de Genève de 1864 et les conventions de Genève ultérieures, notamment celle de 1949 et les 2 protocoles additionnels de 1977, en abrégé les conventions de Genève, s'intéressent surtout, quant à elles, à la protection des personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités.
Donc, aussi bien le droit de La Haye que le droit de Genève qualifient plusieurs violations de leurs normes de crimes de guerre, mais aucun texte de droit international ne codifie à lui seul tous les crimes de guerre. On en trouve une énumération dans des traités du droit international humanitaire et du droit international pénal, de même qu'en droit international coutumier. La guerre en Ukraine et les derniers événements à Gaza ont brutalement rappelé aux opinions publiques occidentales une réalité malheureusement subie de longue date par de nombreuses autres régions du monde, que ce soit en Afrique australe, en Asie du Sud-Est ou dans le Caucase. Les conflits armés modernes donnent le plus souvent lieu à des exactions et souvent à une certaine forme d'impunité pour leurs commanditaires. Et pourtant, il existe des instances et des organismes qui travaillent à la sanction de ces phénomènes et qui, au quotidien, essayent de lutter contre leur reproduction. Je pense à la justice, aux services enquêteurs des États et à des organisations comme le CICR. Cette table ronde vise justement à vous donner la parole pour tout à la fois présenter vos contributions à cette lutte d'une part et essayer d'identifier les sources de difficultés et de blocages qui appellent une action diplomatique résolue de la part de notre pays d'autre part. Je voudrais ajouter que la lutte contre les crimes de guerre et contre les crimes contre l'humanité n'est pas qu'une affaire multilatérale. Les mécanismes internationaux attirent le plus souvent l'attention du public, à l'instar des récentes ordonnances de la Cour internationale de justice sur la base de la Convention sur le génocide ou l'émission d'un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale. Mais il n'en reste pas moins que chaque État a un rôle à jouer pour punir les auteurs de ces crimes à travers sa juridiction interne. Cela s'exerce notamment, mais pas seulement, via la reconnaissance de sa compétence comme une compétence universelle. La France doit continuer à y prendre sa part. C'est l'objectif de l'extension de son champ d'application acté l'an dernier. Nous avions ici même mené une mission, certains doivent s'en souvenir, et ratifier un texte qui permettait d'avoir cet échange avec la Cour pénale internationale, ou plus exactement son mécanisme en Syrie. Et la suite a été que le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice pour 2023-2027 a supprimé la double incrimination qui conditionnait auparavant toute poursuite judiciaire. Et d'ailleurs, mesdames et général, votre regard sur cet assouplissement nous intéresse. Je vais vous laisser sans plus attendre la parole pour 10 minutes chacun. L'ordre qu'on m'a donné, j'espère qu'il a été négocié avec les intervenants. Ça serait à vous, la première, Madame Doucet, pour rappeler les grands principes du droit international humanitaire et les constats du CICR dans les zones de conflit. Ensuite, ce sera Madame DeVos et puis le général Rélan. Donc, Madame Doucet, vous avez la parole pour 10 minutes. Ça y est, c'est rouge. Donc je disais, Madame la Présidente, je vous remercie. Merci, Mesdames et Messieurs les députés, d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge que je représente ici à s'exprimer. Et merci aussi pour les mots introductifs que vous avez dit. Peut-être d'emblée, je voudrais dire que certes, le droit applicable dans les conflits armés, qu'ils soient internationaux ou non internationaux, n'est peut-être pas toujours pleinement respecté. Et cela ne concerne pas seulement les conflits que vous avez cités. Il s'agit d'un phénomène ou d'un constat malheureusement récurrent. Mais ça ne veut pas dire que le droit international humanitaire, DIH, quand je parle en abrégé, ne serait jamais respecté. Et fort heureusement, il y a de nombreux cas de respect du droit international humanitaire qui permettent d'éviter des conséquences désastreuses pour les populations civiles et qui permettent par exemple aussi de traiter convenablement les prisonniers de guerre. Et cela effectivement est dû au respect par les États des règles du DIH, mais aussi cela est dû au comportement, j'allais dire, des combattants, qu'il s'agisse de militaires, de membres de forces armées régulières ou de membres de groupes armés non étatiques. Et c'est la raison pour laquelle, partant de ce constat, le CICR s'est livré il y a quelques années, et il le fait de manière continue maintenant, à répertorier les cas
de bonne application du DIH. C'est beaucoup moins facile de dire ce qui marche que de dire ce qui ne marche pas. Lorsqu'il y a une violation, tout le monde en voit les conséquences immédiates. Lorsque ça marche, c'est plus difficile à identifier. Donc nous nous sommes livrés à cela, et c'est ce qui nous permet en fait de le déceler, c'est de voir les cas dans lesquels, parce que le DIH a bien été respecté, alors cela a permis d'éviter un certain nombre de violations. Si vous voulez en savoir plus, nous avons dédié une base de données sur notre site internet qui s'appelle DIH en action et qui répertorie tous ces cas, enfin pas tous, mais un certain nombre en tous les cas, puisque c'est alimenté en permanence, mais qui répertorie tous ces cas de bonne application du DIH, ce qui a permis d'éviter des violations. Pour autant, il est vrai, vous l'avez dit, que l'actualité des conflits armés où qu'ils se déroulent ne sont pas exempts de violations et où nous en rapportent beaucoup. Pour autant, s'agit-il nécessairement de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité, voire de génocide, comme on a pu l'entendre affirmer parfois de manière un peu péremptoire et même polémique parfois au sujet de certains conflits? Pas nécessairement, et en tout cas, ça nécessite un examen, une analyse beaucoup plus approfondie que simplement regarder des faits. Et cela nécessite une analyse soigneuse de ces faits pour conclure à une qualification pénale. Mes collègues enquêteurs et magistrats sauront vous dire ça. S'agissant du droit international humanitaire, nous pouvons aussi souligner d'emblée que toutes les infractions au droit international humanitaire ne sont pas qualifiées d'infractions graves au droit international humanitaire. Certaines infractions, que je dirais simples, nous on parle d'actes contraires aux conventions, ne sont pas qualifiées ou qualifiables pénalement, comme on vient de le dire, de crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou autres. Ça ne veut pas dire qu'on laisse faire. Les États, dans ces cas-là, en cas d'actes contraires aux conventions, ont toujours l'obligation de veiller à ce que ces actes contraires cessent. Si on en revient aux infractions graves sur un plan terminologique, comme on m'a demandé de le faire, de manière un peu caricaturale, s'agissant du droit international humanitaire que j'appellerais conventionnel, autrement dit les 4 conventions de Genève, les protocoles additionnels de 1977, comme vous les avez cités, garde l'expression infraction grave uniquement dans les conflits armés internationaux, autrement dit dans les conflits qui opposent au moins 2 États, donc 2 ou plusieurs États. C'est vraiment cette expression d'infraction grave est réservée à ces conflits. Lorsqu'on parle, j'y viendrai après, dans les conflits armés non internationaux, il n'y a pas cette même notion d'infraction grave qui figure dans le droit international humanitaire conventionnel. Pour revenir aux conflits armés internationaux et à la liste des infractions graves que je ne vais pas pouvoir vous énumérer évidemment ici, ce que l'on peut retenir, c'est qu'il y a un tronc commun qui figure dans les 4 conventions de Genève. Je dis bien 4 parce que souvent on entend dans les médias la Convention de Genève. Non, il y en a 4. La première, je le rappelle vite fait, qui protège les militaires blessés et malades dans les armées en campagne, donc autrement dit pour les conflits armés terrestres. La seconde, la même chose, mais on ajoute les naufragés, c'est pour les conflits armés sur mer. La troisième, c'est celle que tout le monde connaît bien, c'est celle relative aux prisonniers de guerre. La quatrième, sur les personnes civiles. Donc ces 4 conventions qui ont une disposition commune. Pour les infractions graves, donc il y a un tronc commun. Toutes les infractions graves sont celles qui sont commises en fait contre des biens, contre des personnes, civiles ou contre des biens civils. Et ensuite, s'agissant de la Convention 3 et de la Convention 4, il y a un certain nombre d'autres infractions considérées également comme graves qui sont spécifiques aux prisonniers de guerre ou spécifiques aux personnes civiles. Par exemple, pour les personnes civiles, on trouve dans la 4e convention comme infraction grave la déportation, la détention illégale, la prise d'otages. C'est une énumération qui a été complétée en 1977 par le protocole additionnel 1. Et il est donc le protocole complète, il ne supprime pas ce qui a été écrit en 1949. Et le protocole 1 précise d'une part que toutes les attaques contre le personnel sanitaire, religieux, médical, humanitaire,
sont également considérées comme des infractions graves au droit international humanitaire. Et par ailleurs, il reprend à son compte un certain nombre d'infractions, vous les avez citées tout à l'heure, Madame la Présidente, qui sont anciennes, celles qui est de 1899 et 1907, pardon, ce qu'on appelle les infractions relatives à la conduite des hostilités. Donc le protocole additionnel 1 les reprend. Ce qui fait qu'au final, si on veut être un peu plus simple, on peut dire que les infractions graves regroupent à la fois des infractions commises contre des personnes civiles et des biens civils, même s'il n'y a aucun préjudice direct subi, et que par ailleurs, il y a les infractions à la conduite des hostilités qui, elles, en revanche, sont conditionnées d'une part à l'intention des auteurs et d'autre part aux préjudices qui sont subis. Ce n'est pas exactement la même chose, mais je pourrais y revenir si vous voulez. Donc, ce que l'on constate, c'est que, encore une fois, du point de vue du DIH conventionnel, on ne retrouve pas ce même type d'infraction dans les conflits armés non internationaux. Essentiellement parce qu'à l'époque de l'élaboration des conventions en 1949, puis du protocole 2 de 1977, les États n'avaient pas véritablement envie, j'allais dire, qu'on s'occupe de leurs affaires internes. Pour autant, tant l'article 3 commun aux conventions de Genève de 1949 que le protocole 2 listent un certain nombre de garanties fondamentales, les atteintes portées à la vie, les prises d'otages, les atteintes à la dignité des personnes et l'évolution des pratiques, mais aussi des pratiques des États, j'entends, mais aussi de la jurisprudence qui s'est vraiment développée ces dernières années, font qu'on parle dans les conflits armés non internationaux pour à peu près le même type d'infraction de violation grave au droit international humanitaire. Ce qui fait que sur le plan terminologique, si on parle de violation grave, cela englobe les infractions qui sont commises tant dans les conflits armés internationaux que non internationaux. Dans l'étude de droit coutumier qui a été publiée par le CICR, mais qui a été construite pas seule, avec le concours d'experts gouvernementaux, universitaires, etc., sur le plan de la qualification de ces violations, le protocole 1 l'avait déjà dit, mais l'étude de droit coutumier est valable, encore une fois, pour quelle que soit la nature du conflit. On considère que les violations graves du droit international humanitaire sont des crimes de guerre. Pour autant, c'est une qualification dont je dis souvent qu'elle est générique, c'est-à-dire qu'elle n'emporte pas une qualification pénale. Un crime de guerre au sens du DIH, donc une violation grave du DIH, un crime de guerre au sens du DIH, peut très bien, sur le plan pénal, soit constituer un crime de guerre, soit être qualifié, poursuivi pour crime contre l'humanité, même pour génocide. Un exemple très simple est celui du viol, qui est donc un crime de guerre, bien sûr, mais qui a pu être poursuivi selon plusieurs qualifications pénales, comme par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui l'a qualifié de crime contre l'humanité, pas de manière systématique, mais parfois, et par le tribunal pénal international pour le Rwanda, qui est même allé jusqu'à qualifier l'infraction de génocide. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que c'est une qualification générique. L'autre chose dont je voulais parler, c'est tout ce qui concerne la répression, effectivement, et la poursuite des auteurs, je dirais auteurs, complices, commanditaires de crimes de guerre, selon le droit international humanitaire conventionnel et coutumier. Effectivement, vous l'avez rappelé, la compétence universelle, ou en tout cas extraterritoriale, si on veut être plus modéré, et existe depuis 1949. Autrement dit, on est en 2024, voilà 75 ans que cela a été inscrit dans les conventions de Genève. Et comment dire, on peut constater malgré tout que ce n'est pas quelque chose qui est effectivement complètement mis en œuvre. Oui, alors je vais dire 2 mots, puis après on pourra revenir sur ça. Donc répression, donc ça existe depuis 1949, il faut le mettre en œuvre. Sur les infractions, c'est évidemment toutes les infractions graves ou violations graves, ou pratiquement toutes, il y a quelques exceptions, je pourrais y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez, ont été reprises par le statut de la Cour pénale internationale. Voilà. 2 autres choses, donc je voudrais bien revenir tout à l'heure, peut-être au moment de la discussion, justement sur la lutte contre l'impunité en France cette fois-ci, parce qu'il ne suffit pas de proclamer
l'impunité ou de proclamer la lutte contre l'impunité. Encore faut-il se donner les moyens pour que cette lutte contre l'impunité soit effective. Vous avez rappelé la double incrimination qui a été levée pour le génocide il y a quelque temps, mais il n'en demeure pas moins qu'il en reste encore un certain nombre, 3, et je veux bien y revenir tout à l'heure. Il faut absolument qu'en tant que député, vous puissiez agir de tout votre poids pour que ces conditions soient levées. Et puis enfin, dernier mot, on a beaucoup entendu parler, notamment au regard du conflit Hamas-Israël, d'une certaine polémique, d'un certain affrontement qui aurait lieu entre eux. C'est un crime de terrorisme, c'est pas un crime de guerre, c'est un crime de guerre, donc c'est pas un crime de terrorisme. Alors, je voudrais vraiment dire avec force que le recours au terrorisme est interdit par le droit international humanitaire. Il faut que ce soit très clair. Le recours au terrorisme est interdit en temps de paix, en temps de guerre. Lorsqu'il est commis dans le cadre d'un conflit armé, j'entends par recours au terrorisme la prise d'otages également. Lorsque ces infractions sont commises dans le cadre d'un conflit armé, cela constitue à minima un crime de guerre. C'est une violation grave du droit international humanitaire. Cela ne veut pas dire que ça ne pourrait pas constituer parallèlement une infraction à la législation pénale nationale relative à la lutte contre le terrorisme. Autrement dit, un même fait peut donner lieu à double poursuite, à double incrimination, crime de guerre et crime de terrorisme. Je veux bien revenir là-dessus tout à l'heure parce que c'est une notion un peu compliquée. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame Doucet. Je pense qu'il est important, effectivement, même si c'est dur, de tenir à distance toutes ces horreurs, si je peux utiliser un terme grand public, et de bien savoir ce qui relève de telle ou telle qualification pour pouvoir lutter contre l'impunité. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole à Madame Aurélia Devos pour que vous puissiez partager votre expérience pour environ 10 minutes, et je vous ferai signe, puisque j'ai donné 12 minutes à Madame Doucet. Je vous en prie. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Et c'est un plaisir et un honneur de pouvoir venir partager l'expérience qui a pu être la mienne, la nôtre, dans la poursuite de ces crimes les plus graves. Je crois qu'avant tout, il est important de rappeler que les crimes dont nous parlons, communément appelés les crimes internationaux, sont considérés comme les crimes les plus graves parce qu'ils vont porter atteinte et avoir un impact sur la communauté internationale dans son ensemble. Et cela revêt, à mon sens, une dimension tout à fait particulière. Alors, sur le plan pénal, ces crimes internationaux vont s'entendre de ce que Madame Doucet vient de développer, les crimes de guerre constitutifs de violation du droit international humanitaire, et donc attachés, on le comprend très bien, à l'existence d'un conflit armé. Mais ça se l'entend également des crimes contre l'humanité qui comportent au premier rang de ces crimes le crime de génocide et qui sont, et je crois que c'est important de le dire, détachables du conflit armé et qui peuvent être commis en temps de paix. Ce qui introduit de la confusion, c'est que souvent ces crimes sont commis de manière concomitante ou à l'intérieur d'un conflit armé. Alors la répression de ces crimes se pense dans un premier réflexe comme de la compétence de la communauté internationale qui a réagi au début des années 1990 aux crimes commis en ex-Yougoslavie ou au Rwanda par la création de tribunaux ad hoc, mais tribunaux qui ont une durée évidemment limitée dans le temps et limitée dans l'espace. Des juridictions mixtes internationalisées comme au Cambodge, au Sierra Leone ou actuellement en Centrafrique, la Cour pénale spéciale de Bangui, ont été également pensées pour impliquer à la fois les États et la communauté internationale dans une action collective. La Cour pénale internationale, enfin, dont on parle beaucoup, bien évidemment, entrée en vigueur en juillet 2002, joue désormais un rôle dans la poursuite des plus hauts responsables de ces crimes. Mais on en perçoit inévitablement, et il ne faut pas être juriste pour le percevoir, la portée limitée dans le temps, pas avant 2002, dans l'espace, puisque beaucoup d'États, et non des moindres, ne sont pas partis au statut de Rome, et évidemment dans l'action, puisque l'accès pour la Cour pénale internationale au territoire est souvent subordonné, parfois, au choix de poursuites partielle soumise au choix du vainqueur en quelque sorte. Mais le lieu naturel et souverain, et c'est de cela dont je vais vous parler, de la justice pénale,
cela reste, cela demeure les États. Et parce que la France s'est engagée, en adaptant les résolutions des Nations Unies qui ont créé les tribunaux ad hoc, mais aussi le statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale, eh bien, elle dispose d'un arsenal juridique qui va être, c'est vrai, à géométrie variable pour connaître de ces crimes. Alors attention à l'application dans le temps. Nous ne pouvons pas en France poursuivre des crimes contre l'humanité ou crimes de génocide avant le 1er mars 1994. Nous ne pouvons pas poursuivre des crimes de guerre qui seraient commis avant le 9 août 2010, ni des disparitions forcées qui seraient commises avant le 5 août 2013, sauf à les considérer comme des actes sous-jacents de crimes contre l'humanité dans certaines circonstances. Alors la compétence classique des juridictions françaises, je pense que c'est important d'y revenir, parce qu'elle va révéler elle-même des aspects qui sont, à mon sens, insuffisamment pris en considération. Alors l'auteur des crimes, évidemment, s'il est français, quel que soit le lieu de commission des crimes, peut être poursuivi. Cela inclut, et c'est important, les personnes morales. Et il y a un impact désormais, je pense qu'on pourra y revenir, important du devoir de vigilance des entreprises qui ne peuvent plus désormais arguer ne pas savoir. La nationalité de la victime, quand elle est française, bien sûr, entraîne la compétence des juridictions françaises et parfois la question des faits commis en France. Ça peut paraître incongru quand on parle de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité aujourd'hui, mais je souhaite quand même ouvrir la porte sur un point particulier sur la dimension financière de ces crimes. Le financement de ces crimes, tout d'abord, qui n'est pas pris en compte en tant que tel dans notre code pénal. Il n'y a pas de poursuite possible pour financement des crimes contre l'humanité et financement des crimes de guerre. C'est à mon sens un vide juridique. Cela ne peut être poursuivi que sous la forme de complicité par aide ou assistance, fourniture de moyens. Tout cela est très compliqué à démontrer. Le blanchiment du produit des crimes, là encore, manque de compétences légales suffisantes et d'intérêt de nos services de renseignement financiers qui se concentrent uniquement sur le financement ou le blanchiment dans le cadre du terrorisme. La question des armes, qui sont des fournitures de moyens. Limitation, là encore, de la législation sur les trafics d'armes, qui insuffisamment prend en compte la dimension de lien avec les crimes internationaux. De la même manière, la traite des êtres humains, qui peuvent être constitutive de crimes contre l'humanité, qui est insuffisamment pris en compte quand elle se propage sur le territoire français. Alors, au-delà de ces compétences classiques qui révèlent ces difficultés, la compétence universelle, on en a parlé, poursuivre en France des étrangers qui ont commis des crimes à l'étranger sur des étrangers. Alors bien sûr, un certain nombre de conventions qu'on a adaptées sur la torture, les disparitions forcées, les tribunaux ad hoc et le statut de Rome vont permettre d'absorber une compétence universelle avec des critères différents selon les crimes. Mais attention, toujours avec un lien de rattachement. Et je crois que c'est important. Et de mon expérience de procureur, il me semble que ce lien de rattachement, il est essentiel. Qu'il soit une présence en France ou une résidence habituelle selon les cas, il me semble que c'est important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la légitimité de l'action de la justice française, à mon sens, provient de l'idée que nous ne devons pas constituer un refuge pour des criminels de guerre ou des auteurs de crimes contre l'humanité. Donc ça implique évidemment une présence ou une résidence, et c'est de cela qu'on tire cette légitimité. L'efficacité aussi, parce que de ce lien de rattachement va permettre une prise sur l'auteur des faits, à défaut d'avoir une prise parfois sur le lieu de commission de ces faits. Et donc de l'efficacité et de la légitimité vont ressortir la possibilité d'aboutir. Et je crois que c'est très important, parce qu'une poursuite ou une enquête qui n'aboutit pas dans ces domaines-là, c'est le renforcement en soi de l'impunité. Il faut mieux parfois ne pas faire que de faire mal ou de ne pas faire jusqu'au bout. Et on pourrait en reparler au regard des moyens qui sont dévolus à ce contentieux en France. Alors, on pourra évoquer la double incrimination peut-être dans le cadre de la discussion. Face à cette complexité, il fallait bien sûr des magistrats et des enquêteurs spécialisés. C'est le cas depuis la loi du 13 décembre 2011 pour le pôle crime contre l'humanité, crimes et délits de guerre, qui rentre en vigueur en janvier 2012, qui a une compétence nationale concurrente, et l'Office central dont vous parlera le général Reylan. Alors ce pôle, c'était une section du parquet de Paris, au même titre que la section antiterroriste. Ces deux sections ont été extraites du parquet de Paris en juillet 2019 pour constituer ensemble, aujourd'hui, le parquet national antiterroriste. À ce jour, 6 procureurs, 3 juges d'instruction.
vous noterez que 3 juges d'instruction aujourd'hui en 2024, c'est la même chose qu'en 2012. C'était aussi 3 juges d'instruction pour 20 dossiers sur le Rwanda en 2012, 90 dossiers à l'instruction sur de nombreuses zones en 2024. Il n'y a pas eu d'évolution des effectifs. Des enquêteurs, on en parlera avec le général Reyland, qui à mon sens sont en nombre insuffisant, et la compétence de la Cour d'assises de Paris. Il y a aujourd'hui beaucoup de dossiers, le Rwanda, la Syrie, le Libéria, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, l'Ukraine, près de 190 procédures, enquêtes préliminaires et informations judiciaires confondues. Les actions du pôle depuis plus de 10 ans, sont des pistes que je lance pour la discussion, le développement des réseaux de coopération, le réseau génocide européen, l'Union européenne, Eurojust, mais aussi toute une nébuleuse d'acteurs non étatiques, société civile, ONG, agences des Nations Unies, commissions d'enquête et mécanismes, des acteurs qui ne sont pas naturels pour le magistrat et que je crois que nous avons réussi à instaurer comme une nouvelle manière de travailler et de procéder. Première équipe commune d'enquête en matière de crimes contre l'humanité avec les autorités allemandes sur la Syrie. Premier procès pour génocide, pour crimes de génocide en France. Depuis, 7 personnes ont été jugées, Rwanda ou Libéria. La Syrie est à venir. Je crois le développement ou le début de développement d'une conscience dans l'institution judiciaire. Beaucoup reste à faire à mon sens. Tentative également de développement d'une synergie en France, et j'y reviendrai. De nombreuses enquêtes et une lecture audacieuse des textes qui constituent les procès et les avancées dont on voit le résultat aujourd'hui. Et le développement d'enquêtes dites structurelles, que je pourrais également développer dans la discussion, pour avoir une vision globale des situations afin de caractériser les contextes dans lesquels les crimes sont commis. Alors, de mon expérience à la tête de ces poursuites, pour conclure, pendant plus de 10 ans, je retiens en bilan une réflexion que je souhaite partager avec vous et qui constitue, à mon sens, un paradoxe fondamental. Il y a à la fois des avancées qui ont été considérables, mais aussi des fragilités qui demeurent très importantes. Les avancées, c'est bien sûr la création de structures, le pôle, l'office, qui sont en soi, je le dis, remarquables et d'une certaine manière inédites dans leur complétude par rapport à nombre de pays. On a chez certains uniquement des procureurs spécialisés, mais pas de juges d'instruction. Parfois des enquêteurs, mais pas de procureurs. Là, on a une structuration de l'ensemble de la chaîne pénale qui est absolument remarquable et qui existe. Et ça, il faut évidemment le noter. Des enquêtes de qualité audacieuses qui se sont professionnalisées. Et une place de la France sur la scène internationale dans les réseaux de coopération qui n'est plus à démontrer, à mon sens. Mais pourquoi fragilité ? Parce que il en demeure des moyens dévolus au contentieux qui sont déraisonnablement ridicules. J'utilise à dessein un terme assez fort. La conséquence, c'est la dispersion des enquêteurs, des choix qui sont opérés au gré des actualités et de la médiatisation, ce qui ne permet pas d'aboutir réellement parce que tout cela se conjugue avec la nécessité d'un temps long de l'enquête qui va dépasser le temps politique, qui va dépasser le temps médiatique. Et ce temps long, il obtient des résultats quand, par exemple, en Allemagne, vous avez les mêmes enquêteurs qui ont travaillé pendant 12 ans sur le cas syrien et qui apportent devant les juridictions des procès finalisés. Le temps perdu parfois qui aboutit à la mort des suspects, encore récemment, avant leur jugement. La concentration peut-être sur le facile, et je mets de très gros guillemets quand même sur facile, les enquêtes Rwanda, les enquêtes qui visent des Français dans des enquêtes dites miroirs, qui n'ont pas vocation à aboutir en France finalement, mais qui concernent des Français victimes à l'étranger. L'attachement à la lutte contre la haine, qui est extrêmement importante, mais qui permet d'obtenir des résultats immédiats, mais qui en réalité pourrait aboutir à terme à l'abandon de la compétence universelle et des enquêtes les plus ardues. Ceci valant pour les années à venir. La conséquence concrète, c'est la résidence en France de criminels de guerre et d'auteurs de crimes contre l'humanité qui ne sont pas inquiétés par la justice. À mon sens, problème de sécurité intérieure, on pourra en discuter. Et puis, les structures sont fragiles. Vous aurez noté que le pôle crime contre l'humanité disparaît dans la qualification du terme derrière le parquet national antiterroriste, et le problème d'un système qui ne prend pas en compte toutes les dimensions de ces crimes. Alors, 2 propositions pour conclure. Pour l'action publique
peut-être envisager la création d'un pôle crime contre l'humanité autonome qui pourrait fédérer l'ensemble de ces dimensions, ou un parquet national qui viendrait adjoindre au parquet national antiterroriste d'autres dimensions de criminalité organisée, de cybercriminalité, d'affaires militaires, mais aussi l'autre proposition pour l'action en la matière et le rayonnement de la France, créer véritablement un système au niveau national qui permet de se projeter, de projeter la compétence à l'international, d'avoir un poids plus fort, d'envisager peut-être, comme certains pays l'ont fait, un ambassadeur crime de guerre qui puisse porter cette voix et agir sur le plan national, ou un délégué interministériel, ou une mission interministérielle, mais quoi qu'il en soit, un marqueur de volonté politique pour fédérer les ministères concernés et le porter à l'international. À mon sens, c'est la vision qu'il pourrait y avoir lieu d'avoir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame De Vos. Effectivement, les propositions que vous faites, je n'en doute pas, feront l'objet d'un débat et de réactions. Général Jean-Philippe Rélan, pouvez-vous nous parler de l'action de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine, l'OCLCH, pendant 12 minutes environ? Avec plaisir, Madame la Présidente. Merci pour votre invitation, Mesdames et Messieurs les députés. Merci pour votre attention et désolé pour cette voix un peu caverneuse dont je ne suis pas, à laquelle je ne suis pas habitué. Alors, Madame De Vos vient d'évoquer la structuration de l'État français pour répondre à cette problématique extrêmement importante. L'Office central que je commande depuis maintenant plus de 3 ans a été créé en 2013. Initialement pour constituer l'instrument ad hoc pour le parquet spécialisé d'abord, puis aujourd'hui le parquet national antiterroriste et son pôle crime contre l'humanité. Il est issu historiquement d'une division qui avait été spécialement dédiée à ce contentieux au sein de la section de recherche de Paris, qui avait été habituée au fil des années, et notamment depuis le génocide des Tutsis au Rwanda, à prendre en compte un certain nombre d'enquêtes dans ce domaine. Mais il y avait eu aussi les affaires Papon, Touvier et d'autres qui avaient permis aux gendarmes de se familiariser avec notamment la traque de certains fugitifs criminels de guerre. Et puis, donc, en 98, la signature du statut de Rome a dû nécessairement entraîner la création de cet office central. Ça a pris un petit peu de temps, puisque, comme je vous le disais, le décret signé par le Premier ministre date de 2013. Alors, il fixe, ce décret, les missions essentielles de l'office central. On a évoqué les crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, mais la compétence de cet office central se porte aussi sur les tortures, au sens de la Convention de New York de 84, et sur les disparitions forcées prévues par la Convention à laquelle la France est partie de 2006. On a d'ailleurs ajouté cette infraction au périmètre de des attributions de l'Office central lors de la révision du décret en 2021, décret modificatif, afin de lui adjoindre des compétences en matière de crimes de haine. Madame De Vos évoquait à l'instant ce sujet. C'était une volonté du gouvernement que d'avoir un outil qui soit aussi en capacité de traiter ou de coordonner l'action des services d'enquête dans ce domaine qui était matérialisé à l'époque, en 2019, notamment par des infractions graves commises dans le Grand Est de la France. Et l'actualité qui s'est poursuivie démontre peut-être la pertinence de cette réforme et de l'action de cet office central dans ce domaine. Pour autant, historiquement et principalement, la mission, c'est évidemment celle de lutter contre l'impunité des crimes internationaux, selon les critères de compétence des juridictions françaises que Mme De Vos a évoqués et sur lesquels je ne reviens pas. Pour ce qui nous concerne, nous sommes aujourd'hui en charge de plus de 170 dossiers que nous confie le parquet national antiterroriste et les juges d'instruction spécialisés. Ces 174 dossiers, pour être précis, concernent 32 pays. J'ai récemment réorganisé la division du lieutenant-colonel De Jong, qui m'accompagne aujourd'hui, en 3 groupes. Un groupe Afrique, qui traite de 80 dossiers. Un groupe Moyen-Orient qui est, lui, en charge de 66 dossiers, et un groupe Europe Plus, parce qu'il a une compétence un peu élargie, qui traite
un peu moins de 30 dossiers. Évidemment, ça fait un nombre conséquent de dossiers que nous avons à traiter sous l'autorité des magistrats et pour lesquels nous devons évidemment fixer un certain nombre de priorités. Nous devons prioriser notre action dans un certain nombre de dossiers et nous le faisons évidemment avec l'aval des magistrats qui sont les directeurs de ces enquêtes. Sur la répartition de ces dossiers, ce qu'il faut que vous ayez comme information, c'est que à peu près la moitié d'entre eux, de ces dossiers, sont initiés par la présence en France, ou plutôt la demande d'asile en France de certaines personnes qui se voient refuser la protection au visa de l'article 1F de la Convention de Genève de 1951, c'est-à-dire parce qu'ils sont suspectés d'avoir commis dans leur pays d'origine un certain nombre d'infractions graves. Donc l'Office français de protection pour les réfugiés et apatrides mène des enquêtes à la suite de ces demandes d'asile et les officiers de protection mettent parfois à jour certaines suspicions dont ils font part dans le cadre de l'article 40 depuis 2017 au parquet national antiterroriste. Ces enquêtes, que l'on appelle pour faire simple les enquêtes 1F, sont ensuite confiées pour l'essentiel à l'Office central. Et là, débute pour nous un travail qui est un travail totalement inversé par rapport à ce que nous avons l'habitude de faire classiquement en tant qu'officier de police judiciaire. C'est-à-dire que nous avons donc là la désignation d'un présumé auteur d'un crime international. Et il nous faut nous mettre en quête des victimes, des témoins de ces faits et des lieux dans lesquels ces faits ont été commis. Des lieux qui, évidemment, pour certains d'entre eux, quand on parle d'un réfugié afghan, ne sont pas si faciles d'accès que cela, ou d'un réfugié syrien, puisque la coopération internationale, évidemment, avec ces pays ne fonctionne pas et ne permet pas aux enquêteurs de se déplacer pour aller rechercher ces éléments de preuve pour les magistrats. Voilà une des difficultés auxquels nous faisons face dans le cadre de sensiblement la moitié de ces dossiers que j'évoquais. Alors, certains dossiers avancent pour autant, puisque nous avons développé un certain nombre de moyens pour essayer d'avancer malgré tout dans ces enquêtes qui sont particulièrement complexes. Et j'y reviendrai dans un instant. Il y a une part importante aussi de l'action de l'Office central qui mérite d'être citée, c'est celle qui répond aux demandes d'entraide pénale internationale entrant en France. Puisque ce contentieux est évidemment basé sur la coopération internationale. Et nous sommes évidemment saisis par bon nombre de pays et par la Cour pénale internationale, les autorités judiciaires françaises en tout cas, d'un certain nombre de demandes d'entraide que l'Office central est en charge d'exécuter. Et il s'agit pour l'essentiel d'auditions de témoins ou de recherche d'éléments de preuve, parfois dans le cadre de l'action de certaines entreprises ou sociétés. Sur le mode de déclenchement des enquêtes, j'ai évoqué celle relative au dossier 1F. Il y a évidemment les dépôts de plainte des victimes qui peuvent intervenir directement auprès du parquet, qui interviennent le plus souvent d'ailleurs avec l'appui d'organisations non gouvernementales qui sont extrêmement précieuses dans ce contentieux et qui font avancer un certain nombre de dossiers. Nous rencontrons, comme je l'évoquais tout à l'heure, plusieurs défis. Celui de l'accès aux zones d'enquête. L'Afghanistan, la Syrie ne répondent pas, évidemment, aux demandes d'entraide pénale internationale. Et certains autres pays pourraient ne pas répondre également à ces demandes dès lors qu'elles porteraient sur des individus qui sont, par exemple, proche du pouvoir en place à l'heure actuelle dans ce pays. Il y a donc parfois des choix à faire sur les orientations qui sont données à certaines demandes d'entraide pénale internationale, puisque souvent, dans le cadre des conflits, les deux parties sont soumises à enquête et que nous avons parfois des dossiers qui concernent l'une et l'autre partie et que la France est appelée à traiter, j'allais dire, de façon alternative pour essayer de faire avancer les choses
par rapport aux autorités locales en place. Il y a évidemment une chose extrêmement importante pour nous qui retarde aussi ou qui ralentit ou qui complexifie le travail, c'est l'ancienneté des faits qui provoque évidemment une grande détérioration des preuves, une altération de la mémoire évidemment des témoins et parfois une adaptation des discours. Ce temps écoulé est évidemment un obstacle au recueil de la preuve testimoniale. Car au-delà du problème de la prescription qui existe malgré tout uniquement pour les crimes de guerre en France sur ce contentieux, peut se poser un problème de mémoire ou de disparition des témoins. Les dossiers que nous traitons sont parfois des dossiers extrêmement anciens. Bon, le plus ancien est relatif à la rafle du vieux port de Marseille en 1943. Et là, on fait un travail quasi d'historien pour essayer d'avancer sur ces aspects. Mais évidemment, là, les témoins directs des faits sont disparus. Dans le cadre du génocide des Tutsis au Rwanda, les enquêteurs se sont rendus sur place depuis plus de 20 ans. Et parfois, donc maintenant, ça fait 30 ans. Beaucoup d'individus ont évidemment quitté le territoire ou sont décédés. Et certains sont même devenus réticents à l'idée de témoigner, souvent parce qu'ils ont parfois été entendus à plusieurs reprises par différents enquêteurs de pays différents, ce qui est parfois évidemment un double traumatisme pour ce qui les concerne. Alors, sur les techniques d'enquête, et je pense que j'arriverai sans doute à la fin de mon propos, je pourrais évidemment répondre à ces questions. Il y a une chose sur laquelle je veux insister. Nous n'avons pas de dispositif en France qui permet de recueillir les témoignages de victimes ou témoins de crimes internationaux entrant sur le territoire national. Nous avons mis en place un dispositif spécifique pour les réfugiés ukrainiens après l'invasion de leur pays, de façon à pouvoir fournir via les autorités judiciaires à la Cour pénale internationale et à l'Ukraine d'éventuels témoignages pertinents pour leurs enquêtes. Mais il n'y a pas de systématisation du recueil de ces éléments auprès des migrants entrant sur le territoire national, de la même façon qu'on le fait pour les auteurs présumés. Je pense que là, il y a sans doute un travail à conduire pour essayer d'améliorer cet aspect. Et puis, pour essayer de contrebalancer les difficultés que nous rencontrons avec l'accès au territoire, il y a évidemment des techniques particulières que nous avons tenté de mettre en œuvre, et notamment l'exploitation de l'imagerie satellitaire. Il y a là un vrai sujet que votre commission pourrait évidemment prendre en compte. Le secrétariat général pour les affaires européennes s'en est emparé, mais nous tentons d'obtenir du centre satellitaire européen un certain nombre d'images qui nous permettrait d'avancer dans nos procédures. Malheureusement, nous nous heurtons à la classification de celles-ci qui ne nous permet pas de les intégrer dans les procédures judiciaires, puisque ces images sont essentiellement dédiées à des services de renseignement. Je pense que là, il y a, alors que l'Europe s'est réellement mobilisée sur le sujet, notamment pour ce qui concerne les faits commis en Ukraine, il y a là un paradoxe qu'il me semble pertinent de prendre en compte. Merci beaucoup, Général. Merci à vous trois, mesdames également, pour ces interventions très complémentaires. Alors, comme je suis la gardienne du temps, je vais avoir un défi, c'est de donner la parole à tout le monde et que vous puissiez également répondre. Donc, je rappelle la règle du jeu. Je la précise pour vous qui êtes peut-être moins familier. Je vais donner la parole à chaque orateur de groupe pour une question de 2 minutes 30. Et ensuite, vous aurez en tout 2 minutes 30 pour répondre. Donc, je vais plutôt vous demander de lever le doigt à chaque fois. Parce que si chacun, si chacun répond, on va dépasser. Et ensuite, ce sera les interventions individuelles. Et nous devons finir à 12h30. Voilà la règle du jeu. Et le sujet est absolument passionnant. Merci encore. Donc, je donne la parole à Renaissance, au collègue Philippe Guillemard. Merci Madame la Présidente, merci aux intervenants pour nous avoir exposé les modalités, les difficultés de traitement de ce qui au fond constitue des atrocités commises dans le cadre de conflits, les tragédies
du Darfour, du Rwanda ou encore de la Syrie sont devenus des symboles de ces crimes et révèlent les défis inhérents à la lutte contre l'impunité, défis qui s'étendent désormais à d'autres théâtres de conflits qui sont bien sûr dans nos esprits. Malgré l'existence de mécanismes judiciaires internationaux, la Cour pénale internationale, on constate que leur efficacité est relative. Des responsables, à l'instar de l'ancien collaborateur du président soudanais déchu Ahmed Haroun, échappent encore à la justice, tandis que d'autres attendent indéfiniment un verdict. Cette réalité semble s'ancrer dans le manque d'engagement de certains États, en tout cas je vous soumets cette question-là, et dans l'exigence également de temps et de moyens pour mener des enquêtes approfondies. Face à cette situation, la France a renforcé son engagement, notamment par 2 arrêts historiques de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, qui ont été évoqués tout à l'heure en date du 12 mai 2023, qui marque un tournant en intégrant la compétence universelle dans notre système juridique et ouvre ainsi la voie à la poursuite de responsables de ces crimes sur notre territoire, avec les limites, je crois, Madame De Vos, que vous avez rappelé tout à l'heure. Dans cette décision de l'Assemblée plénière, il y a des éléments d'information, notamment le fait que 85 enquêtes préliminaires et 79 instructions sont ouvertes selon les indications données à l'audience par le procureur général près la Cour de cassation. Cette jurisprudence importante a été consacrée par l'adoption d'un amendement qui supprime la condition relative à la double incrimination lors de l'examen du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice. Au regard de ces avancées, quelles contributions peuvent à nouveau apporter nos juridictions nationales pour garantir que la justice soit rendue même lorsque les mécanismes internationaux rencontrent des obstacles? C'est, je crois, un point, Madame De Vos, que vous aviez commencé à aborder. Et deuxième point, peut-être plus qui concerne l'intervention de Madame Doucet, quelles conditions doivent être relevées par la loi pour lutter plus efficacement contre l'impunité? Je crois que c'est ainsi que vous finissiez votre intervention tout à l'heure. Merci. Merci. Donc, 2 minutes 30, parfait. Et donc, vous êtes interpellées toutes les deux, mesdames. Vous avez 1 minute 15 chacune, alors. Oui, merci pour cette question. Juste un tout petit point quand même sur les arrêts du 12 mai 2023 qui sont présentés comme une avancée. Alors, moi, je dirais plutôt que c'est une clarification, hein, parce qu'en réalité, nous n'avons pas attendu les arrêts du 12 mai 2023 pour avoir l'interprétation qui a été donnée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation sur la double incrimination. En réalité, c'est l'arrêt du 24 novembre 2021 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui avait eu une interprétation extrêmement restrictive qui, à mon sens, ne répondait pas à l'intention du législateur et qui allait bien au-delà et qui avait donc un peu fermé les vannes. La conséquence entre novembre 2021 et le 12 mai 2023, c'est qu'il y a quand même 18 mois en quelque sorte un peu perdus aussi pour l'avancée de ces enquêtes parce que et magistrats et enquêteurs étaient un peu dans la suspension, dans l'expectative. Donc c'est une clarification, tant mieux si le législateur aussi vient clarifier son idée, mais je crois que dès le départ, il imaginait bien que les faits devaient être poursuivables, quelle que soit la qualification, sinon c'était vider de son sens ce qu'il souhaitait. Alors, ah oui, c'est vrai, il faut partager avec... voilà, simplement, juste pour dire ce qu'il faudrait sur le plan structurel. Bien sûr, on parle toujours des moyens. C'est pas toujours seulement les moyens, c'est les moyens. Après, il faut voir ce qu'on en fait. Et où, effectivement... redonner une place véritablement à ce contentieux en quelque sorte lui donnant une visibilité, hein, et en permettant aussi, à mon sens, de faire vraiment un lien entre les ministères. Ça concerne l'éducation, ça concerne l'enseignement supérieur, ça concerne l'intérieur, sa défense, les armées, bien sûr, et ça concerne bien au-delà du ministère de la Justice. Je crois que c'est ce lien-là qui manque, à mon sens, sur le plan institutionnel. Merci. Madame Doucet, quelques mots? Quelques mots, oui, je vais être extrêmement rapide sur les conditions, vous disiez levées ou à lever par la loi pour l'impunité.
nous, on ne va pas parler de loi, mais au niveau du CICR, nous invitons en fait tous les États, les 196 États qui sont partis aux conventions de Genève de 1949, qui se sont engagés au terme de l'article 1 à respecter et à faire respecter le DIH en toutes circonstances. Je dis toujours aux étudiants, c'est une obligation, ce n'est pas une option. Et donc 2 moyens principaux. D'abord la prévention, prévenir. C'est-à-dire que si on prévient correctement par une législation justement interne qui soit fidèle, alors on évitera que certains auteurs complices commanditaires échappent, comme vous le disiez, à la loi. Donc prévenir par une législation solide. Et deuxièmement, mise en œuvre fidèle, je disais, et je reviens aux conditions évoquées à l'instant par Aurélia et par vous-même et par tous. Il n'y a pas que la double incrimination qui pose problème, selon moi. Il y a vraiment la condition de résidence habituelle. La résidence habituelle, ce n'est pas la même chose que la présence. Donc je pense que revenir à la présence sur le sol français, comme c'est le cas pour d'autres infractions internationales, ce serait quand même le minimum qu'on puisse faire pour des crimes internationaux que sont les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Et ensuite, du coup j'en ai perdu le fil, c'est pas grave, l'autre... Vous je conclurai tout à l'heure. Oui, c'est le monopole du parquet. Je sais que Rélia n'est pas d'accord, mais le monopole du parquet, je tiens à le dire. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'une victime d'infraction ordinaire ou d'agression ordinaire puisse déclencher des poursuites et passe la victime d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité. Merci. Merci, madame. Alors, je passe la parole à l'orateur du Rassemblement national, Thibault François. Je vous remercie, Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames, mon général, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Dans un monde en constante évolution où l'Occident doit faire face à une réalité d'un monde multipolarisé, le droit international humanitaire doit être notre référence commune, un point de départ pour un échange et un respect entre les peuples et les nations. Aussi, la France doit pouvoir porter sa voix, non alignée, claire, en veillant à ce que les principes fondamentaux du droit international, de proportionnalité, de distinction, de précaution, restent des remparts en préservant l'humanité de sa propre destruction. C'est dans ce même esprit que nous portons au Rassemblement national la Déclaration des droits des peuples et des nations, celle-ci s'articulant avec les instances internationales évidemment, et vise à fixer un cadre qui soit plus juste de relations entre les États, respectant la souveraineté des peuples et en instaurant une équidistance entre toutes les nations. Ces instances internationales, parfois critiquées, certains parfaites, permettent néanmoins d'échanger et de parvenir à un consensus, comme au sein de l'ONU, d'accepter des garde-fous, et nous saluons ici le travail du CICR, et parfois même du concours, hélas nécessaire, de la Cour de justice internationale dans l'établissement des responsabilités. Notre famille politique tient à saluer l'action du CICR, qui en plus du rôle humanitaire qu'il apporte sur le terrain, permet la diffusion et la mise en œuvre du droit international humanitaire. Les drames qui aujourd'hui nous frappent particulièrement, comme ceux en Ukraine et au Proche-Orient, ne doivent pas nous faire oublier ce qui se déroule dans d'autres pays, notamment au Nigeria, au Congo, en Éthiopie, et je souhaite aujourd'hui m'arrêter sur la situation en Arménie. Le blocus du Haut-Karabakh, organisé par l'Azerbaïdjan, qui entrave tout acheminement d'aide humanitaire aux populations vulnérables, a conduit finalement à l'annexion définitive de ce territoire par l'Azerbaïdjan. Or, le droit international en la matière est très clair. Les parties doivent permettre de faciliter le passage rapide et sans entrave de l'aide humanitaire pour tous les civils qui en ont besoin. Comme notre commission devrait très prochainement travailler à une résolution concernant l'Arménie, pourriez-vous me donner votre analyse sur les événements au Haut-Karabakh et peut-être nous informer de la situation aujourd'hui? Et mon général, pourriez-vous nous indiquer si vos services sont impliqués sur place? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Général, je vous laisse répondre. Et effectivement, à 12h30, nous accueillerons la présidente du groupe d'amitié Arménie pour désigner un rapporteur responsable sur la PPRE. Alors, sur la description de ce qui se passe dans le Haut-Karabakh, je pense que Mme Doucet sera la plus à même de vous répondre. Et pour ce qui concerne l'Office, je vais lui laisser beaucoup de temps, puisque la réponse est claire et simple, c'est non. Pas de dossier ouvert à l'Office. Je vais être très, très brève également, parce que le CICR, que vous connaissez bien, obéit à un certain nombre de principes d'action qui lui permettent d'intervenir justement sur le terrain et d'être le plus efficace possible pour protéger les victimes. Et donc, je ne peux pas donner d'informations précises sur les constats que le CICR fait dans un certain nombre de pays, dans celui que vous citez ou dans d'autres. Mais ce que je peux dire, c'est que néanmoins, c'est que vous avez raison sur les principes, j'allais dire. L'acheminement de l'aide humanitaire doit bien sûr se faire. Et je peux vous dire aussi que
pratiquement toujours le CICR. Alors dans cette région comme dans bien d'autres conflits, souvent effectivement le CICR est le seul organisme humanitaire à rester présent, et s'il est le seul organisme humanitaire à être présent, c'est précisément parce qu'il obéit à un certain nombre de principes d'action et surtout à un mode opératoire qui est celui de la confidentialité. Confidentialité ne voulant pas dire silence, neutralité ne voulant pas dire silence non plus. C'est-à-dire que lorsque l'on constate des violations, comme celles que vous avez citées et bien d'autres encore, dans ce conflit comme dans d'autres, au Moyen-Orient et ailleurs, nous nous entretenons directement avec les responsables jusqu'au plus haut niveau de l'État ou jusqu'au plus haut niveau du groupe armé non étatique lorsqu'il s'agit de conflits armés non internationaux. Et c'est seulement en bilatéral que nous faisons part de nos constats, de nos réactions, de nos recommandations, et nous revenons à la charge aussi longtemps, aussi souvent que possible pour amener un meilleur respect. Merci beaucoup, Madame Doucet. Ensuite, groupe suivant, pour la France Insoumise NUPES, je passe la parole à Nathalie Oziol pour 2 minutes 30. Merci, Madame la Présidente. Le 26 janvier dernier, soit il y a 5 jours, la Cour internationale de justice, organisation directement liée à l'Organisation des Nations Unies, rendait sa décision après avoir été saisie par l'Afrique du Sud à propos de la guerre menée par l'État d'Israël à Gaza. La démarche visait à évaluer quelles mesures prendre lorsqu'il existe un risque perçu de génocide sans attendre un jugement définitif. Je vais commencer par prendre quelques précautions de définition et de périmètre. La notion de génocide est complexe, lourde de sens. On comprend qu'il faut peser de quoi on parle. Et d'ailleurs, on n'a pas le même angle de considération selon qu'on parle d'un point de vue juridique ou politique. Et donc la Cour internationale de justice ne prend pas de décision politique, mais la boussole du politique doit être le droit international et le respect des termes et des décisions prises par l'ONU et ses instances. Donc la Cour internationale de justice juge en droit sur ce que les parties prenantes d'une convention, portant ici sur le génocide, peuvent faire pour prévenir et condamner les éventuels génocides ou situations génocidaires. Pour ce faire, elle respecte une convention universelle, et lorsqu'il y a risque de génocide, nous pouvons prendre des mesures conservatoires. Nous parlons de notre côté à la France Insoumise de risques génocidaires ou de pentes génocidaires prises par le gouvernement de Netanyahou en Israël. Et d'ailleurs, 4 des 5 critères qui définissent un génocide ont été vérifiés par la Cour internationale de justice. La situation à Gaza suscite notre émotion et notre indignation sans aucun doute. On parle de quasiment 30 000 morts, on est dans une situation de massacre de masse que l'attaque du groupe armé du Hamas, je reprends les termes de la Cour internationale de justice, ne peuvent nullement justifier. Et donc tenir ferme sur les principes de droit international, c'est refuser par exemple l'affrontement des religions. Et nous devons prendre en considération la décision de la Cour internationale de justice qui vise à enrayer la spirale infernale et interminable de la violence. Des obligations incombent à la France suite à cette décision et du fait de notre adhésion à la Convention, puisque la France est signataire. Chaque État membre a le devoir de prendre des mesures dans la prévention et la condamnation de situations génocidaires. Donc ce n'est pas une affaire juste entre l'Afrique du Sud et Israël. Donc comment la France peut-elle participer à la désescalade, à l'exigence de cesser le feu à Gaza, au respect du droit international? Par exemple, l'Union européenne a l'habitude, dans ces cas-là, d'accentuer l'aide humanitaire, de prendre des sanctions économiques, de rompre des relations diplomatiques, d'arrêter la livraison d'armes. Et je termine d'un mot. Dans le passé, l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine et le pôle crimes contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris se sont chargés de mener des enquêtes. Est-ce que des procédures similaires sont envisagées dans la situation de guerre à Gaza? Est-ce que des investigations sont en cours sur les crimes de guerre commis par le Hamas contre des ressortissants français et contre des ressortissants français faisant partie de l'armée? Pardon, mais... Voilà. La faute est à la présidente qui a voulu laisser terminer une phrase, mais qui était avec beaucoup de circonvolution. C'est noté. Alors, merci pour votre question. Nous entrons dans le dur, dans un sujet qui est chargé d'émotions, mais nous allons l'aborder en droit, sous l'angle froid et dépassionné du droit. Peut-être Madame De Vos, pour 2 minutes 30. Je vais tâcher d'être extrêmement respectueuse du temps.
Merci, je vous remercie. Alors, simplement quand même pour préciser, la Cour internationale de justice, ce n'est pas une juridiction pénale. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. La Cour internationale de justice, elle se penche sur la question de savoir s'il y a ou pas une violation par l'État des obligations qui sont mues par la Convention génocide pour la prévention et la répression du génocide de 1948. C'est important de le dire, le génocide n'est jamais commis par un État. Le génocide, c'est commis par des individus. Donc il y a là une nuance qu'il faut quand même avoir à l'esprit. La Cour internationale de justice ne pourra pas dire, ne peut pas dire, ne dit pas et ne pourra pas dire il y a un génocide ou il peut y avoir un génocide. C'est pas son rôle. C'est vraiment un rôle par rapport à la Convention. Je crois que ça, c'est important quand même de le dire. J'attire quand même l'attention de la part de la juriste que je suis, avec ma vision pénale, sur l'importance des mots et l'importance des qualifications. Dans le génocide, qui, à mon sens, est quand même une qualification rarissime, et je pense que c'est important de le dire, l'intentionnalité de l'auteur est au cœur du sujet. La quantité de victimes, l'horreur de ce qui se produit, n'est pas un critère de définition d'un acte de génocide. Le cœur du sujet, c'est l'intention. C'est sonder l'intention des individus qui agissent, et ce qu'il y a à l'intérieur de leur cœur et de leur âme pour savoir ont-ils la volonté de détruire un groupe national, un groupe ethnique, pour ce qu'il est profondément. C'est ça le génocide. Et je pense que je pourrais simplement ajouter un point. Le crime de guerre, ça n'est pas grave. Je pense que c'est quand même un peu important de le dire. Le crime de guerre, ça n'est pas grave. Si ce sont des crimes de guerre, c'est déjà très grave. Si ce sont des crimes contre l'humanité, c'est déjà très grave. Et qu'il n'y a pas de hiérarchie à faire entre les victimes de crimes de guerre ou de crimes de génocide. Je pense que ça, c'est important. Et je pense que c'est aussi le rôle des juristes de rappeler ce genre de choses. Il y a en France, je parle sous votre contrôle général, des enquêtes qui concernent effectivement des Français victimes du Hamas pour les actions du 7 octobre. À mon sens, sauf si je me trompe uniquement sur la qualification de crime à caractère terroriste, il y a peut-être une réflexion qui est menée sur la qualification de crime contre l'humanité pour le 7 octobre, parce qu'il y a des plaintes qui ont été médiatisées, qui ont été déposées par des familles de victimes. Je pense que ça doit être à l'analyse et je m'arrêterai là. Voilà. Merci pour votre éclairage. Pour le groupe Les Républicains, je vais passer la parole à Meyer Habib, théoriquement pour 2 minutes 30, et j'ai bien noté que je plafonne à 2 minutes 58. Vous avez la parole, chers collègues. Un micro est allumé. C'est monsieur. Merci Madame la Présidente, Mesdames Générales. Samedi, nous commémorions le 79e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, journée internationale de la Shoah en souvenir des 6 millions de Juifs déportés, massacrés, gazés, brûlés dans le silence coupable des nations, mais aussi de la Croix-Rouge. Ce qui fut unique entre 40 et 45, ce fut le délaissement, écrivait Lévinas. À la découverte plus qu'en crime de l'humanité, de l'histoire, Never Again fut le mot d'ordre du monde libre et augurait la création de notre système juridique international qui nous intéresse aujourd'hui. Pourtant, le 7 octobre 2023, des djihadistes palestiniens du Hamas récidivaient en une journée en tuant 1200 civils, massacrés, des femmes violées, souillées, des familles entières décimées, brûlées vives, des enfants décapités, des corps mutilés, des centaines d'entre eux, dont des Français pris en otage, dont des rescapés de 45. En fait, une Shoah en un jour. À la différence des nazis qui cachaient leurs crimes, les djihadistes, eux, les brandissent comme des trophées dans une ostentation du mal. La guerre a été imposée à Israël. Ce n'est pas une vengeance, c'est une justice. La justice face au plus grand pogrom de l'histoire, dont certains nient l'existence, comme les négationnistes d'hier. Israël aujourd'hui doit faire face à ceux qui renversent, comme ici, la charge de l'accusation. Le bourreau devient la victime. Comme à Munich en 1938, les puissances internationales se drapent dans les neuzenaires. On refuse de voir que le djihadisme qui a défiguré notre pays en France et la France est le nazisme d'hier. 80 ans après la Shoah,
la morale internationale déraille. À la haie, des régimes corrompus et criminogènes donnent des leçons à la seule démocratie du Moyen-Orient. Pendant ce simulacre de procès, on apprend que l'UNRWA, agence de l'ONU, a participé activement au massacre du 7 octobre. On accuse Israël de génocide contre une population qui a quintuplé en 50 ans, alors qu'après la Shoah, le peuple juif en Europe est passé de 9 millions à 3 millions. Silence pour des millions de morts en Syrie, en Afghanistan, au Darfour, au Yémen. Silence sur les familles yézidis, la répression en Iran. Depuis 2015, l'ONU a voté 140 résolutions condamnatoires contre Israël. Près de la moitié. Pourquoi cette obsession des Nations Unies contre le seul et minuscule État juif qui doit lutter pour vivre aujourd'hui sur 7 fronts pour survivre? Pourquoi la Croix-Rouge refuse-t-elle de rendre visite aux otages détenus dont les familles sont sans nouvelles depuis 115 jours? Pourquoi? J'accuse ce système international d'être obsédé par Israël et de la haine du juif. Pourquoi la justice internationale aujourd'hui est infiltrée, manipulée par les mêmes antisémites qui siègent parfois aussi, hélas, sur les sièges de notre Assemblée? Merci, pourquoi les ONG gardent ce silence face aux crimes de l'humanité, madame? Merci. Je crois que la Croix-Rouge est interpellée, donc je vais vous proposer de répondre, madame Doucet. Non, je ne vais pas répondre. Ce que je voudrais dire, c'est que le CICR, justement parce qu'il est neutre, indépendant et impartial, c'est en cela qu'il est le mandataire, j'allais dire. On va laisser la parole à l'intervenante par respect pour nos intervenants. Je propose qu'après chaque question, on laisse la parole à l'intervenante. Le CICR et le DIH, d'ailleurs, n'a pour seul parti que celui des victimes, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous discutons et nous dialoguons avec tout le monde, à la fois avec les États, avec les groupes armés non étatiques. Mais nous ne forçons pas la porte, nous ne faisons pas d'ingérence, qu'elle soit humanitaire, par exemple, auprès de n'importe qui. Je pourrais en discuter avec vous si vous le souhaitez, mais à un autre moment. Mais il ne faut pas se lancer dans ce type de polémique qui ne fait pas avancer les choses. Le CICR n'est rien à lui seul, il n'est que ce que veulent bien en faire les États et les groupes armés non étatiques, encore une fois, avec lesquels nous dialoguons, et qui, dans bien d'autres cas, mais aussi peut-être dans celui-ci, permettent de faire avancer les choses. Il y a eu récemment d'ailleurs un accord pour nous permettre de fournir des médicaments aux otages qui sont détenus par le Hamas. Ce n'est qu'un exemple, mais je ne veux pas aller plus loin dans cette démonstration. Je ne crois pas que je fasse bien, mais je pense que c'est préférable pour tous. Juste, madame Doucet, pour que je comprenne bien, et sans vouloir relancer, le CICR n'a pas accès aux otages israéliens et d'autres nationalités détenus par le Hamas, c'est ça? Non, et ce n'est pas faute de négocier et de dialoguer et de demander au Hamas d'avoir accès. La seule chose que je puis encore vous dire, c'est que nous avons, donc, comme vous l'avez rappelé, facilité la libération, puis ensuite le transfert d'un certain nombre d'otages, 150 et quelques, je n'ai plus le nombre exact, et récemment, là, de faciliter aussi l'envoi, encore une fois, de médicaments. Mais vraiment, de manière générale, et sans vouloir se focaliser sur ce conflit-là, de manière générale, tant que les États, les parties au conflit, qu'elles soient étatiques ou non étatiques, n'auront pas compris qu'il faut effectivement laisser la place à des organismes humanitaires neutres, indépendants et impartiaux, comme le CICR, pour intervenir. Un médecin ancien délégué, il est mort maintenant, le premier à être entré à Hiroshima, a écrit un bouquin qui s'appelle « Le troisième combattant ». C'est ce que j'aime bien. J'aime bien cette appellation, le troisième combattant, pour désigner ce que fait le CICR. Mais le CICR ne peut pas forcer les portes. Ça, je crois qu'il faut bien le comprendre. Que les États s'unissent et fassent tout ce qui est en leur possible, et pour qu'ils facilitent, si vous voulez, l'acheminement des secours humanitaires. Je reviens juste un moment. Merci. On a parlé beaucoup de terrorisme. Juste un mot, si vous le permettez. Il faut cesser aussi de prendre les humanitaires. Ce n'est pas trop le cas du CICR, mais ça peut être le cas d'autres. Il faut cesser de prendre les humanitaires pour des délinquants qui ne feraient
qu'aider les terroristes, entre guillemets, de n'importe quel groupe armé non étatique. Les humanitaires ne sont pas des délinquants, ce sont des personnes qui interviennent au service et pour protéger les personnes confrontées à un conflit armé. Merci Madame Doucet, le message est bien reçu. Pour le groupe démocrate et indépendant, Laurence Wiśniewski, vous avez la parole pour 2 minutes 30. Merci Madame la Présidente et merci aux intervenants pour leur éclairage. Alors, moi qui ai un assez long passé de magistrat, je me disais que toutes les notions qui ont été évoquées ne doivent pas être évidentes à percevoir immédiatement parce qu'elles sont complexes et que je reconnais parfois me perdre aussi. Je n'évoquerai pas la Cour de justice internationale parce que, vous l'avez dit, Madame, ce n'est pas une cour pénale. Et nous traitons aujourd'hui de crimes qui sont de la compétence de juridiction pénale et vous-même étiez à la tête d'un parquet pénal. Et je préfère revenir à des notions un peu juridiques après les 2 échanges précédents. Alors, je crois que au plan, si ce bilan est à la fois positif, la création de votre pôle est antérieure de très peu à mon départ de la magistrature. Donc, je me dis que des progrès ont été faits, la création de cet office central aussi. Donc, il y a au moins cette prise de conscience, et même si les moyens sont insuffisants, j'ai connu une période où la compétence universelle, par exemple, c'était une notion qui n'avait absolument pas cours. Alors, malgré ces progrès, le bilan en général de la justice pénale internationale est assez mitigé, mais pour des raisons, je dirais, déjà politiques. Structurellement, des États comme la Russie, les États-Unis, la Chine n'ont pas ratifié le statut de Rome. Donc, évidemment, la portée est plus limitée de cette juridiction de la Cour pénale internationale. Par ailleurs, il y a aussi un rapport de force au sein du Conseil de sécurité qui parfois empêche le déferrement d'agissements répréhensibles devant la CPI. Et je pense à Pékin et Moscou qui avaient bloqué en 2014 un projet de résolution qui tendait à déférer des crimes commis en Syrie. Alors, je vais très vite sur ma conclusion, encore que je pourrais prétendre à 3 minutes, peut-être aussi. Mais s'agissant de la question que je voudrais vous poser, elle a trait à cette compétence universelle dont on a parlé et qui est un concept nouveau. Est-ce que vous pensez, malgré les difficultés de preuve, et peut-être vous développerez aussi là-dessus, et des difficultés qui tiennent aussi à la protection des droits de la défense, est-ce que ça peut être une réponse complémentaire à l'intervention de la Cour pénale internationale, elle-même limitée par des considérations politiques? Alors, qui veut répondre? Madame De Vos. Oui, merci pour votre question. Alors, cette compétence universelle, elle peut être complémentaire, je dirais même plus qu'elle doit être complémentaire. Elle a le devoir d'être complémentaire. Parce que, alors, si les tribunaux ad hoc avaient une primauté, ça n'empêchait pas, sur les États, ça n'empêchait pas qu'on puisse avoir des dossiers. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale, il y a un concept de complémentarité. Alors, cette complémentarité, c'est avec les États sur les territoires desquels les crimes ont été commis. Donc, la justice doit aussi agir. La Cour l'a beaucoup impulsé en Guinée, en Colombie. On sait que les États se sont saisis finalement de la poursuite de ces crimes sur les lieux. Et puis, il y a tous ces États qui appliquent la compétence universelle. Bien sûr que ça doit être complémentaire. On comprend très bien que la Cour pénale internationale ne peut viser que les plus hauts responsables et que c'est très limité. Ce sont quelques personnes en 20 ans qui ont pu être traduites devant la Cour et répondre de leurs actes. Face à l'ampleur des crimes, à l'ampleur du nombre des exécutants et des décideurs de ces crimes, on comprend très bien que la justice internationale ne peut pas être simplement portée
par les juridictions internationales. Donc c'est en effet complémentaire. Et ça l'est parce que nous sommes tous concernés par une sorte de mondialisation des trajets, des échanges, des mouvements, et que quand des événements comme en Syrie se produisent, nous avons sur notre territoire, dans les années qui suivent, de nombreuses victimes qui ont fui, de nombreux témoins d'exactions et de nombreux auteurs de crimes qui, au gré des mouvements entre 2012 et 2022-2023, ont pensé qu'à certains moments, ils allaient être en disgrâce et à un moment donné quittent le territoire et viennent se réfugier en France, en Suède, en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis. Et bien évidemment, il n'est pas possible ni tolérable, quand il n'y a pas de possibilité d'extradition vers un autre pays ou vers la juridiction internationale, de remise, qu'on puisse être un refuge pour ça. C'est ça le sens de la compétence universelle. En fait, c'est un filet à poissons qui doit être avec des mailles les plus serrées possibles pour qu'on ne puisse pas être totalement dans l'impunité, où que ce soit. C'est ça le sens de la compétence universelle. Ce n'est pas le sens d'aller se mêler des affaires des autres, ni de poser des problèmes diplomatiques. Ce n'est pas ça qui est recherché. Merci de cette précision, effectivement, qui montre notre responsabilité. Pour les socialistes et apparentés, je passe la parole à Alain David. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Générales, chers collègues. Merci de vos exposés liminaires qui sont édifiants et qui alimenteront les travaux de notre commission pour de nombreux mois au vu de la terrible actualité internationale, que ce soit en Ukraine, Proche-Orient, au Congo, entre autres. Cela a été souligné à plusieurs reprises, les crimes de guerre, les génocides, les crimes contre l'humanité sont souvent caractérisés par leur éloignement géographique ou dans le temps. J'ajouterai ainsi 2 exemples aux nombreux qui ont été cités, celui des Ouïghours en Chine et celui de la junte birmane contre ses propres populations en Birmanie. Notre Assemblée avait, en janvier 2022, adopté à la quasi-unanimité une résolution condamnant le caractère génocidaire des violences politiques systématiques ainsi que des crimes contre l'humanité perpétrés par la Chine à l'égard des Ouïghours. Notre action de législateur faisait ainsi modestement écho aux travaux des ONG, des enquêteurs ou de la justice. Dans le cas de la Birmanie, la junte multiplie les exactions depuis le coup d'État du 1er février 2021. De nombreuses ONG documentent ces crimes, mais ils se produisent trop souvent loin de l'attention médiatique. De fait, il est toujours délicat de sensibiliser l'opinion publique sur ceci. Ma question sera donc simple, sans nous dévoiler d'éventuelles informations sensibles. Est-il envisageable que les crimes contre les Ouïghours ou contre les populations birmanes puissent un jour faire l'objet de procédures plus concrètes que les condamnations symboliques dont elles font aujourd'hui l'objet J'ai cru déceler, Madame la procureure, une certaine solitude des magistrats affectés à ce poste. En est-il ainsi dans les autres pays? Existe-t-il, par contre, des pays plus enthousiastes, dirons-nous, pour travailler le sujet, et en particulier au niveau des moyens? Merci. Merci, chers collègues, et merci de rappeler à notre mémoire, effectivement, les événements affectant les Ouïghours et les Birmans. Je vais passer la parole au général pour essayer d'équilibrer les temps de parole. Merci. Je vais essayer d'être relativement clair sur le sujet. Les critères de compétence des juridictions françaises ont été rappelés par Mme Devos dans son propos préliminaire et ils sont au nombre de 3. Si on parle de la compétence universelle, à ma connaissance, il n'y a pas de franco-chinois concernés par des actes que vous dénoncez en Chine, victimes des agissements. Donc pas de compétences possibles de ce point de vue-là. De la même chose, en termes de compétences personnelles actives, pas d'auteurs présumés franco-chinois ou français présents sur le territoire chinois à qui on pourrait reprocher ces faits. Donc pas de compétences possibles dans ce domaine-là. Reste donc la possibilité d'être saisi au titre de la compétence quasi universelle, mais là, on reste dans les critères fixés par la loi de la présence, la résidence habituelle en France d'un auteur présumé,
et se pose donc cette barrière, cette limite. Alors, des organisations non gouvernementales plaignantes ont cherché, en France, mais aussi dans d'autres pays européens, à faire ouvrir des enquêtes judiciaires, et c'est ce qu'on évoquait précédemment, au titre de la complicité, notamment des entreprises textiles qui auraient eu à industrialiser leurs produits à partir de coton chinois produit dans cette région par des populations ouïghours qui seraient placées, qui seraient esclavagisées. Bon. Ces procédures n'ont pas perduré, n'ont pas pu avoir de suite judiciaire. Merci. Je crois que Madame DeVos, vous voulez ajouter un mot? Oui, Bref. simplement vous remercier de ce mot sur la solitude, parce que, en effet, vous avez bien perçu les procureurs et enquêteurs et magistrats qui s'occupent de ces sujets sont effectivement relativement seuls. Ils l'étaient un petit peu plus il y a 15 ans dans une institution judiciaire qui n'était pas du tout mobilisée par le sujet. Ils le sont un petit peu moins, mais ça demeure. Et c'est aussi le cas parfois dans d'autres États. Et ce réseau génocide qui nous regroupe tous nous fait percevoir que dans chacun des États concernés, finalement, ce n'est pas forcément la première des priorités, pas toujours, parce que bien évidemment, chacun se concentre sur ses affaires dites plus intérieures et plus immédiates. Donc bien sûr, un peu de solitude, évidemment. Merci. Je vais passer la parole pour Horizon et Apparentés à la députée Stéphanie Cochert. Merci Madame la Présidente, Mesdames générales. Je souhaitais à mon tour revenir sur la situation au Haut-Karabakh. On voit dans ce conflit et par le nettoyage ethnique de l'Azerbaïdjan que subissent les populations arméniennes qu'il est malheureusement plus simple de constater des crimes que de les punir. En effet, fuyant les bombes et l'avancée des troupes azerbaïdjanaises, plus de 100 000 Arméniens du Haut-Karabakh ont ainsi fui en quelques jours vers la République d'Arménie voisine. Le nettoyage ethnique en cours, amorcé pendant la guerre de 2020, est le résultat d'une stratégie délibérée visant à éliminer la présence arménienne au Haut-Karabakh. Situation dénoncée par une proposition de résolution européenne, dont parlait Madame la Présidente, que notre commission examinera en février. Cette stratégie se manifeste non seulement par le déplacement forcé des populations, mais également par la détérioration et la destruction du patrimoine culturel et religieux arménien dans les régions désormais sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. L'Union européenne a déployé une mission pour contribuer à la stabilité de la frontière avec l'Arménie et la Cour internationale de justice a ordonné à l'Azerbaïdjan de permettre un retour sûr des habitants du Haut-Karabakh. À ce stade, et selon vos expertises, quelles autres mesures peuvent mettre en œuvre les nations, l'Union européenne et les organisations internationales pour obliger l'Azerbaïdjan à respecter le droit international? Merci. Qui veut répondre à cette question épineuse? Madame DeVos. Alors, je me lance pour répondre à cette question épineuse. Alors, ce que je dois dire d'abord, c'est qu'il y a deux temps dans la réaction, à mon avis, à avoir. C'est le temps de l'urgence, c'est le recueil des informations, des preuves, donc des informations qui peuvent devenir des preuves, donc les témoignages, les constatations, tout ce qui peut préserver, ce qui va nourrir effectivement l'information sur l'intention des auteurs, pour quelles raisons, les buts, les objectifs, des documentations, des propos publics éventuellement, donc des actions, donc tout ce qui peut être préservé et qui potentiellement dans le temps peut disparaître. Parce que c'est bien ça la difficulté, c'est-à-dire que le général en parlait tout à l'heure, le temps fait disparaître les preuves, en fait parfois apparaître d'autres, permet du recul, mais nous fait perdre un certain nombre d'éléments. Et donc la première des choses, c'est que tout ce qui peut être mis en place pour ce recueil, ce collecte de preuves et leur extraction, comme ça a pu être fait pour l'Ukraine au sein d'Eurojust, par exemple, leur extraction dans des lieux sécurisés, c'est une bonne chose et c'est la première chose à laquelle il faut penser. Vient ensuite le temps de l'analyse et de la qualification juridique éventuellement de ce qui est en train de se produire. Et ça prend évidemment un peu plus de temps. Donc, en réalité, les choses qui peuvent être mises en place, c'est surtout une réaction à l'urgence pour peut-être approcher des personnes qui ont été victimes, qui ont été témoins, recueillir le maximum de choses. Donc
au sein de l'Union européenne, il y a peut-être des choses à faire, au sein des Nations unies aussi, pour essayer de figer un certain nombre d'éléments. C'est la réponse que je peux à ce stade vous apporter, qui me semble la plus pertinente. Merci. Nous reparlerons sans doute après cette séance, quand nous accueillerons Anne-Laurence Pétel et que nous procéderons à la désignation du responsable de texte sur la résolution européenne. Nous reviendrons, j'aurai d'autres éléments à vous donner sur la situation au Karabakh. Je vais passer la parole pour la gauche démocrate et républicaine à Jean-Paul Lecoq, notre vice-président. Merci Madame la Présidente. J'aurais trop de choses à vous dire, je ne peux pas le dire. Mais je vais faire un peu à la Prévert. Le premier aspect, c'est que d'abord, à la Croix-Rouge, j'aimerais lui dire je vous attends avec impatience dans les territoires occupés du Sahara occidental, puisque on espère qu'un jour la Croix-Rouge s'intéresse à ce sujet-là. Je voudrais dire sur les questions des organisations internationales de solidarité, moi, l'agence de l'ONU qui a eu en son sein 10, 15, peut-être 20 criminels qui se sont associés au 7 octobre, je pense qu'elle a déjà réagi et je pense que ces criminels doivent être jugés et punis. Justice doit être rendue aux victimes du 7 octobre. Mais ce n'est pas toute l'agence. Ça veut dire que les milliers de personnes qui travaillent dans cette agence-là, on ne peut pas les considérer comme des criminels. Les 160 qui ont été tués, assassinés dans la bande de Gaza, on ne peut pas les considérer tous comme des criminels. Et donc il faut être prudent sur la façon dont on juge. Madame De Vos, vous avez parlé des verrous, de ces verrous qui protègent quelque part, parfois, les auteurs de crimes de guerre lorsqu'ils viennent dans notre pays, lorsqu'ils traversent notre pays, et qu'on ne peut pas forcément... Vous avez parlé de mailles du filet. J'ai l'impression que ces verrous ont donné à la France des grandes mailles du filet qui fait que ce type de poissons peuvent passer au travers. Et vous êtes dans la commission qui a voté, je crois, à l'unanimité de mémoire, le fait que ces verrous n'étaient pas bons et qu'il fallait ne pas les mettre. Et que c'était la commission des lois, puis le Sénat, qui ont, eux, considéré que ces verrous devaient être respectés. Donc nous, ici, enfin, en tout cas, moi, j'y étais à l'époque, on est complètement d'accord avec vous et on pense qu'il aurait fallu que la France soit plus dure dans son droit pour justement pouvoir arrêter les auteurs de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Moi, j'avais dit à un Premier ministre israélien après l'opération Plomb Durci que j'espérais que le jour où il mettra les pieds dans mon pays, il soit arrêté pour être jugé pour les crimes de guerre à l'occasion de cette opération Plomb Durci. Je dirais la même chose aujourd'hui à Benjamin Netanyahou si je le voyais, pour lui dire vous devrez aussi, si vous mettez les pieds, et je dirais la même chose aux criminels et à ceux qui ont commandité les crimes du 7 octobre. On laisse parler l'orateur, il vous reste quelques dizaines de secondes. Ah non, puisqu'on n'a pas de dynamique pour pouvoir parler. Donc je vais laisser comme ça. Je pense que les Républicains sont les maîtres de cette commission et ce n'est pas vous, Madame la Présidente, et c'est vraiment dommage. Donc vous avez dit un certain nombre de choses sur le Sahara occidental, sur l'UNRWA, sur la levée des verrous et sur vos expressions fortes sur des responsables israéliens. Donc je pense que votre parole a été entendue. Je vais demander à nos intervenants de répondre. L'exercice est difficile, hein, mais qui veut répondre peut-être sur le Sahara occidental pour commencer? Non. Sur les autres thèmes. Alors j'y vais. Alors les verrous, j'aime pas tellement cette expression. C'est pas une expression de juriste. Je dirais c'est plutôt donc je vous la laisse. Moi je dirais des conditions. Hein, bon, c'est peut-être moins polémique. Alors les conditions, effectivement, hein, sur les crimes contre l'humanité, crimes de guerre, quand on a adapté le statut de Rome, monopole des poursuites par le parquet, la résidence habituelle, et puis cette double incrimination dont on a déjà parlé. Alors, sur le monopole des poursuites par le parquet, je sais que, effectivement, ça peut être discuté. Moi, je suis magistrat, j'applique ce que dit aussi le législateur. Vous voyez, ça ne m'empêche pas d'avoir une opinion. De l'expérience qui est la mienne, je dis aussi attention à une possible instrumentalisation dans ces domaines-là, avec des plaintes à tout va qui sont déposées justement parce qu'on met les pieds sur le territoire français. On a dû se garder dans certaines circonstances de ce genre d'attitude. C'est vrai aussi, il faut aussi le dire. Ce ne sont pas des conditions qui simplement vont venir empêcher de poursuivre un certain nombre de personnes. Parfois, c'est aussi faire le tri
dans un certain nombre de situations. Au-delà de ça, ça ne veut pas dire que les victimes ou les ONG ne peuvent pas saisir la justice. Parce que déposer des plaintes auprès d'un procureur de la République, c'est quand même pas rien. Il faut qu'on justifie quand on classe ou quand on fait rien. On peut contester ces classements devant le procureur général. Donc c'est vrai que ce n'est pas des constitutions de partie civile devant des juges d'instruction, mais ça n'est pas non plus une absence d'accès à la justice. Alors après... effectivement, ça, c'est un choix politique du législateur. Sur la question de la résidence habituelle, simplement une remarque sur la différence entre présence et résidence. Effectivement, première remarque, c'est que sur le plan opérationnel, c'est extrêmement compliqué pour les magistrats et les enquêteurs d'avoir deux régimes différents. Ça veut dire qu'il faut savoir immédiatement s'il s'agit de torture au sens de la Convention de 84 ou de torture qui serait constitutive de crimes contre l'humanité. Et là, on n'a pas le même régime, on n'a pas les mêmes conditions. Or, au début d'une enquête, on comprend très bien quand même qu'on a du mal à savoir parfois comment qualifier les choses. Donc là, complexification du travail des enquêteurs et des magistrats. Deuxième remarque très rapidement, c'est que sur le fondement de la présence, aucune arrestation ou aucune action judiciaire n'aura lieu si quelqu'un vient sur le territoire français pendant 2 jours. Qui accepterait qu'on place en garde à vue une personne sur le fondement d'allégations dans la presse ou même d'une plainte qui est déposée avec des témoignages qui n'ont pas été pris, d'enquête qui n'a pas été faite? En réalité, c'est un critère qui n'a pu trouver à s'appliquer que de manière extrêmement résiduelle quand des enquêtes avaient déjà eu lieu, étaient déjà en cours et que les personnes font des allers-retours, comme dans le cas de Lumbala en RDC qui a pu être réarrêté. Voilà. Merci pour ces précisions très importantes. Dernière orateur au titre des non-inscrits, Madame Véronique Besse, vous avez 2 minutes 30. Merci beaucoup. Merci à vous trois pour votre présence ce matin et vos interventions très intéressantes. Des sujets graves, évidemment, qu'il faut aborder impérativement vu le contexte international. Et les situations propices à de tels crimes semblent se multiplier. Et votre travail d'enquête et de mise en lumière des actes commis est vraiment très important. J'avais 2 questions, mais en fait, il y en a une à laquelle vous avez répondu, concerne l'Arménie. Donc, j'en ai plus qu'une. Il s'agit, je voudrais aborder la question des chrétiens dans le monde. La première concerne donc l'index de persécution des chrétiens 2023, publié courant janvier par l'ONG Portes Ouvertes. On y apprend que les violences commises dans le monde contre les chrétiens ont augmenté de 22% en 10 ans. Un chrétien sur 7 est fortement persécuté et discriminé en raison de sa foi, soit 360 millions de personnes à travers le monde. Il y a un nombre record d'églises ciblées. On parle de 10 000 églises, par exemple, en Chine. Et environ 13 chrétiens sont tués en moyenne par jour. 78 pays sont pointés du doigt pour ces actes de persécution et certains détiennent de tristes records. 4 125 chrétiens sont détenus dans le monde, dont la moitié en Inde. 3 300 chrétiens ont été kidnappés au Nigeria. D'ailleurs, le Nigeria comptabilise à lui seul 82% des chrétiens tués en raison de leur foi, soit plus de 4000 personnes. Dernier grand drame en date, le massacre de 200 chrétiens au moment de Noël dernier. Meurtre, emprisonnement, persécution pour des motifs d'ordre religieux, disparition forcée, beaucoup de caractéristiques de crimes contre l'humanité dans ces actes, d'autant plus que ces crimes sont bien souvent commis en temps de paix, tant et si bien qu'on puisse parler de paix, évidemment, dans le cadre de ces crimes. Alors, quelle est, dès lors, la position de la justice internationale et du CIRC sur ces crimes ciblés contre une population en raison de sa foi et général, l'Office travaille-t-il sur ce sujet et des mesures sont-elles prises concernant tout particulièrement le Nigeria où les actes antichrétiens sont beaucoup plus nombreux? Merci, madame. Monsieur... Général, vous voulez répondre, allez-y. Alors, non, on n'a pas de dossier ouvert concernant des attaques de chrétiens au Nigeria, simplement pour les raisons que j'évoquais précédemment relatives aux Ouïghours, c'est-à-dire que les critères de compétence de juridiction française ne sont pas nécessairement remplis. C'est ce qui fait la différence. L'aspect religieux des victimes est peut-être un critère qui justifie les persécutions, entre guillemets, dont ils font l'objet dans le pays dont ils sont originaires. Et ça peut évidemment entraîner une qualification pénale des faits particulière en fonction des preuves qui sont recueillies. Mais à ce stade, il n'y a pas d'enquête ouverte en France
concernant des faits relatifs à des persécutions de religieux et de chrétiens en particulier. Ça n'intéresse hélas personne. Hélas. Alors, Madame De Vos, peut-être vous pouvez ajouter. On va laisser les personnes à qui je donne le micro s'exprimer. Je vous demande le respect des orateurs. Madame De Vos. Simplement, pour vous indiquer qu'on a eu l'occasion, malheureusement, de travailler sur les chrétiens d'Orient, notamment les crimes commis en Irak par le groupe à caractère terroriste Daesh, par l'État islamique, notamment sur le terrain du crime contre l'humanité. Preuve plus difficilement accessible d'ailleurs que s'agissant des yézidis, où on a pu, avec un travail extrêmement approfondi, avec l'OCRVP, avec l'ASDAT, avec la DGSI, donc des services qui liaient à la fois l'antiterrorisme et je dirais le droit commun, pouvoir travailler sur des crimes commis à l'encontre des yézidis qu'on a qualifiés de génocide et pouvoir viser des ressortissants français qui ont rejoint les troupes de Daesh pour ces faits en question. Sur les chrétiens d'Orient, ça a été plus compliqué parce que effectivement, la remontée de la preuve a été moins évidente, moins facile à localiser, car plus diffuse, et donc la manière de relier ces faits à des ressortissants français qui donc pourraient entraîner notre compétence a été, et sur le plan de l'enquête, encore plus compliqué. Donc là, on se heurte effectivement à un critère de compétence, mais c'est pas quelque chose qui a été en dehors des radars, du pôle crime contre l'humanité. Merci. Alors, il est 12h13, nous avons encore un peu plus d'un quart d'heure et j'ai 7 orateurs inscrits à titre individuel cette fois-ci. Chacun pose une question brève en 1 minute et nos intervenants répondent en 1 minute. Le premier orateur individuel sera donc Didier Parakian. Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les experts. Pardonnez-moi parce que le sujet que je vais aborder a déjà été abordé. Ça va être un peu redondant. Pardonnez mes chers collègues, parce que ce sujet me tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, le Haut-Karabakh est vidé de ses 120 000 âmes depuis l'attaque ignoble de cette région historiquement arménienne par l'Azerbaïdjan en septembre dernier. On assiste sous nos yeux et impuissants à une véritable épuration ethnique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Asmik Tolmadjian, qui est l'ambassadrice d'Arménie en France. L'épuration ethnique, c'est le fait d'effacer la présence des Arméniens dans ce territoire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Plus un Arménien ne vit dans le Haut-Karabakh. Cependant, en droit international, le terme de nettoyage ethnique n'est pas reconnu comme un crime et n'est pas de définition précise selon l'ONU. Pour ma part, et comme le dit Luis Moreno Ocampo, ancien procureur de la Cour pénale internationale, je pense qu'on assiste à un génocide, puisque nous observons des actes avérés avec l'intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Parmi ces actes figurent le blocus, la famine, l'exode. On peut le voir, il y a un réel flou sur la qualification juridique. Vous qui êtes des experts du droit international, quel est votre positionnement sur la qualification juridique de ce qui se passe à Artsakh? Merci. Merci. Alors, qui veut répondre? Nettoyage ethnique, ça n'est pas une qualification juridique. Que retenir? Moi, je vais juste répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, moi, de mon positionnement en tant que magistrat, je ne vais pas me positionner sur une qualification juridique sans avoir vu un dossier, des éléments, etc. Donc, évidemment, je pense que ce n'est pas incongru de penser à ces qualifications, et en tout cas, il faut y réfléchir. Ce n'est pas quelque chose de fantaisiste, ce que vous dites, clairement. Mais par contre, effectivement, je ne vais pas me positionner. C'est peut-être pas satisfaisant, mais en tout cas, le magistrat ne peut pas se positionner comme ça. Et je pense que c'est même démocratique que ça soit le cas. Merci. Deuxième orateur individuel, Carlos Martens Bilongo. Je remercie l'ensemble des experts ici présents pour leur précision. Je vais avoir une question concernant l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de la haine. Par le passé, il y a eu des procédures qui ont été ouvertes par le tribunal de Paris concernant les crimes de guerre, concernant la guerre en Ukraine. J'aimerais savoir est-ce que des procédures du même type sont également menées concernant la situation en Israël et en Palestine. Et est-ce qu'il y a des investigations qui sont en cours contre des ressortissants français
franco-israéliens qui sont engagés dans l'armée Tsahal et qui ont commis des crimes de guerre après la décision de la CIJ. Je pense qu'il y a des précisions à mener et des investigations aussi à avoir concernant des ressortissants français qui seront de retour sur notre territoire après toutes ces situations sur les populations de Gaza qui ont subi des exactions, excusez-moi, depuis de nombreux mois. Merci. Alors, qui peut répondre là-dessus, Général? Oui, je peux répondre. Oui, des dossiers ont été ouverts pour des victimes françaises en Ukraine à la suite de la décision du parquet national antiterroriste et du pôle crime contre l'humanité d'ouvrir ces enquêtes. Ce n'est pas le cas, et je crois que Mme De Vos l'a évoqué, aujourd'hui s'agissant du conflit Hamas-Israël. Il y a une enquête ouverte pour les faits du 7 octobre, mais qui a été confiée à des services spécialisés en matière de terrorisme. C'était le premier temps. Et je pense que des plaintes sont en cours d'analyse au parquet, notamment dans le cadre de victimes potentielles franco-palestiniennes. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, nous ne traitons pas de dossier encore ouvert. Aucun dossier n'est parvenu à l'Office central dans ce cadre-là. Merci. La parole est à Éléonore Carrois, vice-présidente. Merci. Bonjour, merci moi aussi d'avoir été présent pour échanger avec notre commission aujourd'hui sur ce sujet si important qu'est la lutte contre l'impunité dans les conflits modernes. Moi, je souhaiterais aborder une situation qu'on n'a pas encore évoquée, qui est celle du Nicaragua, où le président Daniel Ortega et son épouse Rosario Murillo ont instauré un pouvoir dictatorial et violent. En avril 2018, une série de réformes de la sécurité sociale ont entraîné des manifestations dans tout le pays avec un bilan extrêmement lourd, près de 500 morts, 4000 blessés et plus de 1200 détentions arbitraires. La crise s'est accrue en 2021 dans le contexte des dernières élections présidentielles auxquelles le président Ortega a été réélu pour son 4e mandat consécutif, avec la suppression de toute concurrence électorale, harcèlement, intimidation des candidats et des opposants. Le groupe d'experts des droits de l'homme des Nations Unies sur le Nicaragua a conclu que de graves violations et abus des droits de l'homme ont été commis et continuent de l'être, en soulignant les violations et les abus perpétrés de manière généralisée. Malgré les recommandations régulières du groupe d'experts et de la communauté internationale, la situation ne s'améliore pas et le pays s'est progressivement isolé sur la scène internationale. Ma question est: quelle est la limite de la définition du crime contre l'humanité s'il reste impuni? Quels sont les autres leviers pour lutter contre l'impunité de ce type de crime? Merci. Merci. 1 minute 15 pour l'Amérique latine dont on parle assez peu. Merci Éléonore. Alors, oui, c'est alors, comme le dit effectivement Ghislaine, ce n'est pas une situation de conflit armé, donc le CICR n'est pas concerné. Pour vous répondre sur la qualification de crimes contre l'humanité, ce sont des crimes qui sont commis dans le cadre d'attaques généralisées et systématiques à l'encontre de la population civile. Donc pour pouvoir les qualifier ainsi, c'est cela qu'il faut démontrer, le caractère généralisé, le caractère systématique contre la population civile. Alors il n'y a pas de procédures qui sont parvenues jusqu'aux juridictions françaises. Je crois que effectivement, ça pourrait être le cas dans l'absolu. Si un dignitaire venait sur le territoire français, il pourrait y avoir une plainte qui serait analysée. Alors, je ne sais pas ce qu'on en ferait, mais ça serait pas incongru, ça serait pas impossible. Par contre, simplement une précision, les chefs d'État en exercice, devant les juridictions nationales, peuvent arguer d'une immunité des chefs d'État en exercice. Ce qui n'est pas le cas devant la Cour pénale internationale. C'est quand même la nuance et une limite donc à la compétence universelle par rapport à ce qui se fait devant la CPI. Merci. Le 4e orateur est Monsieur Alexis Joly pour 1 minute. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Général. La communauté internationale est dotée de nombreuses organisations dénonçant et visant à prévenir les exactions contre les minorités chrétiennes et religieuses, ethniques et religieuses. Pourtant, depuis des décennies, les chrétiens subissent régulièrement des persécutions allant jusqu'au nettoyage ethnique d'un grand nombre de pays d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie, d'Amérique du Sud, et ce, la plupart du temps, dans le silence le plus total. Et l'ONG Porte Ouverte, d'après elle, 360 millions de chrétiens ont vécu en 2023 dans un contexte de persécution et de discrimination massive. Et là, on ne parle pas de voir son CV écarté par un recruteur, mais de devoir se cacher sous peine d'emprisonnement, de voir sa maison brûlée ou d'être torturé, voire massacré avec toute sa famille.
international. Donc le temps me manque pour énoncer toutes les exactions dont les chrétiens ont été victimes et continuent d'être les victimes un peu partout, mais je donnerai quand même un seul chiffre. Il y a un siècle, 1 habitant sur 4 du Moyen-Orient était chrétien, aujourd'hui c'est 1 sur 30, et donc ma question vient compléter celle de Madame Besse. Je souhaite comprendre pourquoi le silence général autour de cette situation et pourquoi il est considéré comme politiquement incorrect de mettre ce sujet sur la table. Je vous remercie. Merci. Alors, les chrétiens, à nouveau. Je peux malheureusement vous faire que la même réponse que celle que j'ai faite à Madame Besse il y a quelques minutes. Nous ne faisons que du droit et que des enquêtes dont nous sommes saisis. Et nous ferons au mieux de nos capacités dans tous les dossiers qui nous seront confiés, quelle que soit l'origine des victimes. Merci. J'ai encore 2 orateurs, puisqu'il semble que Ercilia Soudé ne soit pas là. Donc c'est Frédéric Gainski pour 1 minute, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Mesdames Générales, merci pour votre présentation. Vous avez présenté la création de tribunaux ad hoc ou encore la mise en place de la Cour pénale internationale qui participe à la recherche de justice. Toutefois, cette recherche de justice rencontre bien des obstacles, comme par exemple le refus d'extradition, la prescription ou la promulgation de lois d'amnistie. Je voudrais revenir sur le cas particulier de la Biélorussie, où le gouvernement d'Alexandre Loukachenko mène une politique autoritaire répressive depuis des années à l'encontre de l'opposition, mais aussi s'est aussi rendu coupable de soutenir la Russie dans l'évasion illégale du territoire ukrainien et de déporter des mineurs ukrainiens sur le sol biélorusse. Par ailleurs, M. Loukachenko s'est accordé tout récemment, le 4 janvier dernier, l'immunité à vie contre toute poursuite judiciaire. Dès lors, dans ces circonstances, comment les instances internationales et nationales vont-elles pouvoir agir pour rendre la justice en cas de transition démocratique et avec ces lois qui sont votées dans ces pays? Je vous remercie. Et je vais faire une exception à la règle en donnant la parole à Frédéric Petit, qui est président du groupe d'études à vocation internationale Biélorussie. Vous avez un package de Frédéric, de Modem et de Bélarus pour finir. Moi, je voulais vous revenir sur un sujet beaucoup plus... D'abord, quelque chose qui marche. Je rappelle quand même à tous mes collègues que Poutine n'a pas pu aller en Afrique du Sud, parce que sinon, il aurait été arrêté. Il y a des fois, ça marche. Je reviens sur quelque chose qui me touche personnellement et qu'on n'a pas trop abordé, sur la compétence universelle. Je parle de connaissances, même d'amis bélarusses, donc je complète la question de mon collègue Frédéric, qui sont exilés et qui sont menacés de mort aujourd'hui, ici, dans cette... voilà. Et certains me parlent, me disent, mais je voudrais faire jouer la compétence universelle. Je sais que certains essayent. Je voudrais savoir comment ça se passe. Ça n'a pas été trop abordé, c'est-à-dire que la présence de la victime est là, le crime est encore en cours, puisqu'une menace de mort, c'est une menace de mort. Et comment la compétence universelle se met en œuvre? Est-ce que c'est vous? Comment ça avance? Voilà, j'attends votre réponse à ces précisions. Éventuellement, évidemment, ça complète la parole de mon collègue qui est aussi au groupe. Alors, Biélorussie, que répondre? Juste une précision par rapport effectivement à la première question sur la Biélorussie qui serait complice de crimes commis par Poutine et qui font l'objet du mandat d'arrêt contre la ministre aussi qui était chargée de l'enfance, mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour spécifiquement la déportation des enfants ukrainiens. La Cour pénale internationale va être compétente et c'est étonnant parce que Poutine est quand même le chef d'État d'un pays qui n'est pas parti au statut de Rome. Et pourquoi? Parce que les faits sont commis sur le territoire ukrainien, sur des victimes ukrainiennes, Ukraine qui a reconnu la compétence de la Cour pénale internationale, et ça ne date pas d'aujourd'hui, puisque ça datait d'avant le conflit actuel. Et donc, par définition, c'est un critère qui va permettre aussi, si d'autres ressortissants, notamment biélorusses, sont impliqués, de pouvoir aussi les inclure dans l'enquête de la Cour pénale internationale. Donc il y a une ouverture là-dedans si la Cour détermine qu'il y a des responsabilités autres. S'agissant de la question que vous posez par rapport à la compétence universelle, là, forcément, je suis interpellée par la qualification
des faits, de menaces de mort, qui ne rentrent pas dans les qualifications de crimes internationaux. Et que justement la présence des victimes sur le territoire français ne va pas suffire à entraîner la compétence des juridictions françaises. Donc je pense que là, l'obstacle serait là. Je termine en disant que c'est parfois le cas dans le cadre de répression de la population, après les violences électorales, par exemple, qui n'atteignent pas un degré, alors qui sont très graves, mais pas un degré d'intensité suffisant pour être qualifié de crime contre l'humanité, par exemple. Et donc, ça a été le cas dans un certain nombre de pays, au Gabon, etc. On a eu des analyses et on a conclu que c'était des crimes, mais des crimes de droit commun, et qui, du coup, n'entraînaient pas la compétence universelle des juridictions françaises. Merci beaucoup. Alors, comme plus aucun orateur n'est inscrit, il me revient de dire quelques mots de conclusion et je demande aux collègues de rester parce que, comme je l'ai dit, à 12h30, nous avons encore une dernière formalité à faire. Donc, d'abord, je voulais vous remercier, mesdames générales, et puis rendre hommage à votre action et à travers vous aux femmes et aux hommes qui travaillent tant dans la justice, en tant que magistrat, juge, etc., à l'office, qui est plus discret, mais dont on mesure le rôle important qu'il a, et puis aussi à la Croix-Rouge, au CICR, madame. Et puis je pense qu'on peut rendre hommage à tous ceux qui, dans l'ombre, loin de la lumière, travaillent et d'une certaine façon apportent la voix de la France, la voix singulière de la France, pour lutter contre l'impunité. Deuxième point, c'est que je voudrais dire à tous les collègues et à ceux qui nous écoutent, c'est que notre parole compte, notre parole à nous parlementaires. Alors bien sûr, suivant les sensibilités, notre intérêt peut être plus ou moins fort pour tel ou tel type de victime, telle ou telle religion, tel ou tel groupe ethnique, telle ou telle nationalité. Mais si on a autant parlé de droit, c'est que le droit est un outil pour mettre à distance, pour s'efforcer d'être précis dans la référence au droit international, pour être sérieux et fiable dans la collecte des preuves et puis, en finale, permettre une sanction juste. Et donc, je voudrais vraiment redire que ce type de table ronde est important et que nous avons aussi le devoir, après, au-delà, d'aller plus loin. Je note aussi la référence qui a été faite plusieurs fois au devoir de vigilance. C'est un sujet sur lequel j'ai travaillé plusieurs fois. Et la mise en place des nouveaux textes européens sur le devoir de vigilance va nous amener à avoir d'autres biais aussi via les entreprises, les sous-traitants des entreprises et les sous-traitants des sous-traitants qui, dans la chaîne de valeur, peuvent commettre des violations. Vous l'avez dit. Mais au-delà, j'ai noté votre proposition, votre suggestion d'agir sur des verrous restants, en particulier, mais pas que, la question de la résidence habituelle ou de la présence. Ce que je vous propose, pour ne pas outrepasser mes prérogatives, c'est que nous en parlions au sein du bureau et pourquoi pas en commission, parce que je pense que cela pourrait faire l'objet d'un travail plus approfondi, maintenant que nous sommes éclairés par cette table ronde. Donc je voudrais à nouveau remercier la qualité et la bonne tenue globale, ce qui n'est pas gagné parce qu'on sait les sensibilités comme je l'ai rappelé.